sur le second numéro du bloc-notes photo. Je m'appelle Marc Boussoulade et je vous accompagne durant cet épisode. Vous souhaitez découvrir les dernières actualités du marché photo, tant côté boîtier, objectif ou les accessoires. Vous aimeriez bien découvrir un point technique et son application pratique. Vous souhaiteriez aussi pouvoir faire un choix pour compléter votre fourre-tout. Enfin, revoir les derniers rendez-vous proposés en termes d'exposition photo. C'est ce que je vous propose au cours de ce numéro. Pour commencer, passons aux actualités photo. Commençons donc par l'actualité, une actualité très riche comme vous allez le voir, avec ce que je considère comme l'annonce du mois dans un instant, ensuite les boîtiers, puis les objectifs, et nous terminerons par les accessoires avec un panel très varié de produits. Débutons avec l'annonce du mois autour de deux nouveaux boîtiers proposés par Canon qui viennent chacun à la suite de grands succès commerciaux. Débutons par l'EOS 6D Mark II. Il succède au même modèle qui était Mark I, mais qui n'avait pas de numérotation particulière, qui a été le premier réflexe chez Canon plein format à moins de 1500 € ou autour de 1500 € au début de sa commercialisation. Il avait un concurrent chez Nikon, le D600 puis le D610. Les deux ont donc permis à beaucoup de photographes de s'équiper à moindre frais d'un boîtier plein format, même si le tarif reste important. Il a donc un capteur 24-36, cette fois-ci de 26 mégapixels, avec une technologie CMOS, double pixel, associée au processeur Digic7. Ça leur parlera à ceux qui connaissent bien la gamme Canon. En tout cas, de meilleures performances techniques et un capteur qui sera normalement de meilleure qualité en haute sensibilité. Une meilleure réactivité grâce justement au processeur Digic7. Et la visée avec l'écran s'en trouve simplifiée, en tout cas accélérée. C'est particulièrement intéressant, bien sûr, pour la vidéo. D'autre part, il possède 45 collimateurs AF. Certains remarqueront quand même qu'ils sont particulièrement centrés. Les bords de l'image ne sont pas couverts par ces collimateurs. La cadence maxi, c'est qui arrive à 6,5 images secondes. Et on peut filmer en vidéo Full HD à 60 images secondes avec un stabilisateur numérique sur 5 axes. Ça ne vaut pas le stabilisateur optique, mais cela aide bien quand même. Pour la prise de vue vidéo aussi, l'écran orientable est un plus, puisque la première génération n'en était pas équipée. Petit défaut pour certains, il ne filme pas en 4K. Il possède aussi le Wi-Fi et le Bluetooth. Un boîtier donc intéressant, avec un viseur optique qui n'arrive pas à 100%, mais 98% c'est quasiment identique. Il a un écran LCD de 8,1 cm orientable, comme je vous l'ai dit, tactile également, et sera proposé au prix officiel de 2199 € nu. Et bien sûr, en kit avec le 24-105 comme le montre l'illustration, d'autres kits seront proposés également. Deuxième boîtier qui tient le haut de l'affiche, l'EOS 200D. Canon avait frappé fort avec son EOS 100D qui était le premier réflexe aussi compact, vraiment tout petit, presque aussi petit qu'un hybride, tout en offrant la possibilité d'utiliser toute la gamme d'objectifs Canon. Il renouvelle la proposition avec le 200D, un appareil qui est moins compact que son prédécesseur. En fait, la différence n'est pas énorme, mais Canon a voulu privilégier la prise en main. La poignée est donc un peu plus profonde. Et vous allez le voir, son écran qui est orientable, de ce fait, demande un peu plus d'encombrement. Mais malgré tout, la différence n'est pas énorme. Le capteur est APS-C. Donc, souvenez-vous qu'il faut faire un coefficient de 1,6 pour avoir la focale équivalente en 24-36. Il est à 24 mégapixels comme le reste de la gamme Canon. Le 100D était limité à 18 mégapixels. Donc le même capteur par exemple que le 80D et d'autres membres de la gamme. Voilà, qui sont tous maintenant à cette résolution-là, hormis le 7D Mark II. Je parle bien sûr que pour les boîtiers qui sont en APS-C. 9 collimateurs AF. Et pour le reste,
un viseur à 95%, l'écran oriental comme annoncé, donc une belle nouveauté, notamment pour la prise de vue vidéo par rapport au 100D. Il y a 3 couleurs, vous avez vu tout à l'heure dans les captures, dans les prises de vue de l'appareil, du boîtier, qu'il y avait aussi une présentation un petit peu mode, un petit peu plus colorée, qui était ce gris avec une poignée dans les marrons. La coloris blanc qui était apparue sur les hauts 100D dans un second temps, et puis le coloris noir plus classique. Il est annoncé à 609 € nu, je pense qu'il va vite descendre en dessous des 600 €. Il sera aussi proposé en kit, particulièrement intéressant parce que le 1855 proposé avec sera proposé quasiment pour rien. La différence de prix sera vraiment très faible et j'encourage tous ceux qui seraient tentés par ce boîtier à directement l'acheter en kit si vous n'avez pas de zoom trans standard pour l'équiper. Cela vous reviendra beaucoup moins cher que de l'acheter ensuite. Le nouveau zoom 1855 justement, lui est un peu plus compact que le précédent, ce qui est plutôt appréciable pour garder une compacité d'ensemble, puisque c'est vraiment l'intérêt de ce boîtier, c'est accéder à un véritable réflexe avec un viseur optique dans une compacité la plus grande qu'il soit pour ce type de technologie. Nous en finissons donc avec les nouvelles vraiment du mois, avec ces deux boîtiers, et nous allons passer maintenant à l'actualité côté boîtier. Après ces deux boîtiers Canon, voilà donc les autres boîtiers annoncés ces derniers temps. Tout d'abord, Leica poursuit dans les hybrides, des hybrides à monture T, avec le Leica TL2 qui succède au TL. Il est doté d'un capteur APS-C de 24 mégapixels, un nouveau processeur pour l'autofocus identique au Leica M10, qui devrait donc offrir des performances correctes sans être non plus absolument fantastique pour la photo où il y a beaucoup de mouvements. 7 images secondes pour les rafales en obturation mécanique et 20 images secondes en obturation électronique lorsque donc on utilise le capteur pour faire la capture des images au niveau du temps d'obturation. Nous allons voir d'ailleurs cela tout à l'heure avec la partie technique. Enfin, l'obturation électronique, toujours la même, elle permet d'atteindre le 1/40 millième de seconde, ce qui est particulièrement court comme temps, même si cela ne servira pas très souvent. Ce Leica TL2, il permet la capture en 4K à 30 images secondes et en Full HD à 60 images secondes, ce qui est assez habituel maintenant dans les appareils photo des gammes de prix même en dessous, et de cette gamme de prix chez Panasonic par exemple, on trouve le même type de performance. Il est compatible avec 6 objectifs en monture L, anciennement TL, je disais tout à l'heure monture T, je me suis trompé, hein, TL, mais aussi compatible avec les objectifs SL, plus les R et les M avec des adaptateurs. Il faudra les acheter en plus, mais cela permettra d'étendre les possibilités, même si on n'aura pas forcément les mêmes qualités en termes de performance, avec les objectifs dédiés bien entendu. Enfin, le prix indicatif est de 1950 €. On le qualifierait presque de raisonnable pour Leica, connaissant les prix appliqués et utilisés habituellement par cette marque. Ensuite, passons à des compacts, après un hybride Leica en l'occurrence, avec le Nikon Coolpix W300. On arrive à la fin de l'été, mais il reste intéressant. Il est intéressant tant l'hiver que l'été pour tous ceux qui veulent barouder, qui veulent utiliser leur boîtier en toute occasion. Comme c'est un compact, le capteur sera tout petit, même s'il y a des compacts et gros capteurs. Là, ici, un CMOS de 1,2 de pouce, petit capteur, 16 millions de pixels. Le zoom optique est équivalent à 24-120, c'est assez intéressant. 24 mm en grand angle, ça offre de belles perspectives. Et on peut cadrer relativement serré à 120, même si vous le voyez, là à 120, on est qu'à diaphragme 4.9. La vidéo 4K est également disponible à 30 images secondes. C'est la principale nouveauté par rapport à son prédécesseur. Il plonge à 30 mètres et résiste à des chutes jusqu'à 2,4 mètres. Les performances en plongée intéresseront particulièrement ceux qui font de la réelle plongée, pas seulement avec masque et tuba, mais vraiment avec des bouteilles. 30 mètres, c'est déjà assez intéressant. Et puis même la résistance aux chutes est assez intéressante lorsqu'on ne ménage pas son équipement. 4 coloris proposés, le jaune que vous avez sous les yeux, rouge, noir, et même un coloris camouflage, un peu original. Et le prix indicatif est de 449 €. Chez Ricoh, un concurrent du précédent que je viens de vous présenter, avec le Ricoh WG50 qui succède au WG30. Enfin, il y avait deux modèles, WG30, WG30W,
un zoom de 28-140, vous voyez, un peu identique au Nikon, même s'il a glissé vers les longues focales. On n'a qu'un 28, hélas. C'est intéressant de garder un 24, notamment sous l'eau. Et 140 mm en revanche, cadre un peu plus serré, un peu moins ouvert aussi. Ça aurait été bien d'être un peu plus ouvert que 3.5 à la plus courte focale. Et puis 5.5, c'est quand même pas très lumineux à la longue focale. Il a un CMOS BSI de 16 mégapixels, oui, identique au Nikon en termes de résolution. Un mode nuit instantané. En fait, il va capturer 4 images, et il va les assembler pour essayer de réduire le bruit numérique. C'est assez intéressant parce que souvent, ces appareils qui ont des petits capteurs pêchent en basse lumière. Il plonge à 14 mètres, moins bien que le Nikon. Il résiste à des chutes jusqu'à 1,6 mètres, un peu moins que le Nikon, mais très honnêtement, c'est déjà pas mal. Et à des températures jusqu'à moins 10 degrés. Chez Nikon, ça n'est pas annoncé, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé dans la fiche technique directement. Donc, un appareil adapté tant à l'hiver qu'à l'été. Et puis, il y a 6 LED qui fait son originalité, 6 diodes, vous voyez, lumineuses, qui entourent l'objectif et qui permettent d'améliorer l'éclairage notablement lorsqu'on fait des prises de vue macro. C'est assez bien vu, puisque quand on est en tout terrain, on a peut-être envie de saisir de petits sujets aussi. L'écran LCD, lui, n'est pas de grande qualité, 6,9 cm, ce n'est pas énorme, mais surtout 230 000 pixels seulement. La résolution n'est pas très élevée. Il a un mode vidéo Full HD à 30 images secondes, contrairement au Nikon, pas de 4K. Et le prix indicatif, lui, est un peu plus faible, 249 €. Ceux qui seraient intéressés par cet appareil pourraient quand même regarder vers le prédécesseur qui est quand même assez proche et qui est largement en dessous des 200 € maintenant. On le trouve sans trop de difficultés sur Internet. Ça peut être intéressant comme achat si on veut avoir un boîtier résistant sans trop dépenser. Enfin, quelques autres annonces concernant les boîtiers. Enfin, une autre annonce qui en englobe plusieurs, à savoir la mise à jour de firmware. Donc les possesseurs des appareils que je vais nommer pourront regarder avec intérêt les mises à jour. Parfois, l'informatique nous a rendu un peu méfiants en se disant on ferait mieux de laisser les mises à jour de côté, d'attendre pour voir. Dites-vous bien qu'un appareil photo, c'est testé et retesté par les marques avant de mettre le firmware disponible. Suivant les marques, dans certains cas, il s'agit de correction de bugs, même s'ils ne l'annoncent pas toujours. Dans d'autres cas qui peuvent compléter la mise à jour liée à des bugs, il y a aussi la compatibilité avec de nouveaux objectifs ou de nouveaux accessoires. Chez Canon, donc l'EOS 7D Mark II. Chez Nikon, le Coolpix W100, qui est aussi un appareil résistant aux intempéries et aux chocs, comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure, mais un ancien modèle. Chez Nikon aussi, les D3400, D5600, le D5 et puis leur caméra d'action Keymission 170, qui est donc elle aussi mise à jour, enfin l'ensemble, au niveau du firmware. Donc si vous êtes concerné par ces mises à jour, n'hésitez pas à les faire, je vous encourage chaudement. En général, ça corrige des choses, y compris certaines non annoncées. Passons aux objectifs. Parmi les nouveautés, en fait, une mise à jour que nous propose Tamron avec son 24-70 de 8, un objectif donc très ouvert pour ce transstandard, qui plus est avec un stabilisateur, comme l'était la première version. Cette seconde version propose un nouveau traitement de la lentille frontale et du revêtement pour améliorer les performances. Nous verrons lors des tests s'il en est ainsi. Sur cet objectif, 7 joints en caoutchouc sont présents pour l'étanchéité, de telle manière à ne pas être arrêté par les intempéries ou tout simplement un vent de poussière. Enfin, un nouveau processeur pour l'AF et la stabilisation devrait assurer de meilleures performances, ce qui est toujours appréciable, y compris d'ailleurs pour la vidéo. Et vous voyez que cet objectif destiné aux Canon et Nikon possède des dimensions quasiment identiques pour les deux, qui sont dans l'ordre des choses pour des produits qui ciblent des amateurs experts et les professionnels. Le prix est de 950 € environ, ce qui est tout à fait correct étant donné les autres objectifs sur le marché du même ordre. Nikon, lui, nous propose plusieurs nouveautés. La toute première est un zoom qui se destine aux appareils APS-C, donc avec petit capteur, pas les capteurs plein format, un 10-20 mm, donc si l'on convertit, cela nous donne un 15-30 mm en format 24-36.
Cet ultra grand angle pour APS-C est à un tarif correct, comme vous le verrez tout à l'heure lorsque je vous annoncerai le prix. Il cible donc un grand public. Sa mise au point de 22 cm à toutes les focales est très appréciable. Il n'y aura pas à choisir la focale en fonction de la mise au point nécessaire. Le système de motorisation pas à pas est censé être optimisé pour être silencieux en mode vidéo. C'est toujours intéressant pour ceux qui ne se limitent pas aux prises de vue fixe avec leur appareil photo. Le pare-soleil est fourni. C'est une attention délicate. Beaucoup de marques, pour leurs objectifs les moins coûteux, laissent cela en option. C'est un peu mesquin. Il faut payer 30, 40, voire 50 € parfois pour avoir le pare-soleil en plus. Là, il est directement disponible. L'objectif ne pèse que 230 grammes. C'est assez faible. C'est intéressant, surtout qu'il n'est pas aussi très gros. Donc il pourra remplir le fourre-tout sans prendre trop de place. Et son prix, comme je vous l'avais annoncé, il est contenu 399 € pour un objectif qui ouvre de belles possibilités photographiques pour ceux qui ne sont pas du tout équipés de grand angle. C'est intéressant, surtout qu'on commence à 15 mm, donc on est vraiment dans de l'ultra grand angle, et on peut aller jusqu'à 30. Donc c'est vraiment très intéressant pour tous ceux qui veulent se lancer en photo de paysage, en reportage ou d'autres usages, comme nous le verrons tout à l'heure lorsque nous aborderons les questions d'achat pour les grands angles. Deuxième objectif proposé par Nikon, c'est une toute autre cible ici qui est visée puisqu'il s'agit des amateurs experts et surtout des professionnels avec un 28 mm diaphragme 1.4. Alors certains se demandent sans doute l'intérêt d'une telle ouverture. Si vous voulez faire des photos qui sortent des sentiers battus en grand angle, il est intéressant de choisir un sujet de premier plan qui soit très proche et d'ouvrir au maximum l'objectif. Alors ça ne marche qu'avec des grandes ouvertures de ce type-là. Eh bien, vous aurez le plaisir de voir que le second plan est toujours présent, bien sûr, il permet d'informer celui qui regarde l'image de l'ambiance générale, mais ce second plan s'efface, puisqu'il est relativement flouté, pour mettre d'abord en lumière le premier plan. Imaginez par exemple dans un restaurant, photographier au premier plan les convives d'une table, et puis on devine le reste du restaurant, mais à peine, dans un flou, pour bien montrer finalement le sujet dans son environnement, mais le sujet se distingue de son environnement. Ce 28 mm, il possède un diaphragme à 9 lamelles, toujours intéressant pour justement que les fonds flous possèdent des ronds, parce que souvent il y a des ronds lumineux, et bien évidemment, suivant la forme du diaphragme, ils sont plus ou moins ronds. On peut voir la forme du diaphragme dans ce rond avec 9 lamelles, ce sera le cas, il sera bien arrondi. La mise au point mini est de 28 cm, c'est intéressant aussi. Et vous voyez que, bien entendu, comme on cible un public d'amateurs passionnés et surtout de professionnels, on met le paquet. En l'occurrence, Nikon a mis quand même 14 lentilles dans son objectif, avec 2 verres ED, 3 lentilles asphériques, traitement anneau de cristal. A priori, les tests devraient confirmer qu'on est arrivé au résultat escompté, une très bonne qualité optique. La construction est renforcée avec des joints d'étanchéité, bien entendu, pour ceux qui font de la photographie leur métier, il faut pouvoir aller en tout temps sur le terrain sans se poser trop de questions. Et la mise au point se fait par groupe arrière, de telle manière que la lentille avant ne soit pas mobile, ce qui est intéressant lorsqu'on utilise des filtres. Et un traitement fluor sur cette lentille avant, lentille frontale, permet également de mieux la protéger. Le poids est de 645 grammes, c'est normal pour un objectif aussi ouvert, et la dimension aussi est parfaitement dans l'ordre des choses. Le prix, lui, est bien sûr en conséquence, 2499 €. Cela vise vraiment un public d'amateurs passionnés et surtout de pros. Second objectif qui vise les pros, c'est le fisheye Nikon 8-15. Habituellement, les fisheye sont plutôt des focales fixes, souvent 15 mm ou 12, parfois 8 mm pour des fisheye circulaires. Ici, vous n'avez pas à faire ce choix-là, puisque tout est proposé, puisqu'il s'agit d'un zoom qui permet d'avoir soit une image totalement circulaire, donc l'image située dans un rond avec des bords noirs, dans ces cas-là bien sûr, à 8 mm, à 15 mm, vous aurez une image plein cadre. Et bien entendu, pour les focales intermédiaires, l'effet sera justement intermédiaire entre l'image circulaire et l'image plein cadre. La mise au point mini est habituelle pour des fisheyes, 16 cm. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas bien, les fisheyes sont des objectifs qui ont un angle de champ de 180 degrés, d'où le nom un œil de poisson en français. Et là, donc, on a une variation sur cet effet-là. Il y a 15 lentilles dedans, dont 3 verres ED, 2 lentilles asphériques et un traitement anneau cristal. Comme pour le 28 mm, Nikon a mis les petits plats dans les grands, concernant la qualité optique, en tout cas ambitionnée. Et le diaphragme électromagnétique est à 7 lamelles.
Pour le reste, des protections par joint étanchéité, encore une fois, une mise au point interne et un traitement au fluor sur l'antifrontale pour la protéger. Vous voyez qu'elle est très proéminente, il est de bon ton d'en prendre soin. Le pare-soleil livré peut être enlevé d'un seul mouvement, d'un seul geste, avec le bouchon, ce qui est intéressant. Et il y a un porte-gétine à l'arrière, puisqu'on bien sûr on ne peut pas mettre de filtre à l'avant. L'objectif pèse moins de 500 grammes, c'est correct, surtout pour un zoom fisheye. Un peu plus de 8 cm de long, c'est dans l'ordre des choses aussi. Et le prix, il est parfaitement normal, vu le type d'objectif, et vu quand même qu'il cible des photographes un peu particuliers. Ce n'est pas le grand public qui est ciblé, même pour les pros, beaucoup de pros n'ont pas besoin de ce type d'objectif. Donc il y aura une diffusion relativement modeste, et le prix est en conséquence, 1549 €. Objectif suivant, encore chez Nikon, qui est bien productif dans les nouveautés, un 70-300 qui lui cible un large public puisqu'il cible tant ceux qui possèdent des appareils avec un capteur plein format 24-36 que ceux qui ont des capteurs APS-C. Il est relativement ouvert, c'est assez classique comme ouverture pour ce type d'objectif. Il a aussi un stabilisateur avec 18 lentilles, vous voyez, dont une lentille en verre ED, une mise au point minimum de 1,2 m. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est constante, elle est disponible à toutes les plages focales. À 300 mm, ça permettra une proxy photo intéressante, par exemple pour photographier un papillon ou un autre insecte sur une plante. Vous pourrez déjà cadrer assez serré. Le moteur pas à pas offre des possibilités intéressantes en termes de prise de vue vidéo, puisqu'il est très silencieux. Puis de toute façon, c'est toujours bon à prendre pour tous les photographes. Il y a un mode VR Sport qui offre un bon suivi lors de prise de vue de sujets en mouvement. Ce sera intéressant notamment pour ceux qui font des photos filées, donc qui suivent leur sujet dans le viseur avec une prise de vue un peu lente pour donner un effet de mouvement au sujet. Enfin, un système de réduction de vibration permettra l'utilisation de vitesses d'obturation relativement lentes, surtout combinées au stabilisateur, à voir lors des tests. Et on a une protection par joint étanchéité, un diaphragme à 9 lamelles pour avoir aussi de jolis flous d'arrière-plan. Le prix, lui, est parfaitement correct vu le type d'objectif, 680 grammes pour le poids, 849 €, c'est dans l'ordre des choses. Autres annonces, tout d'abord Samyang, qui nous propose un 35 mm de 8 en monture Sony E, un objectif donc grand angle très classique. L'intérêt pour ce type de public, c'est que d'une part le prix est contenu, vous voyez, même pas 300 €. Il est tout petit, 85,6 grammes en termes de poids, c'est vraiment très léger. Et il est donc beaucoup moins cher que ses concurrents en étant autofocus. Donc c'est intéressant, beaucoup de marques ont proposé 35 mm pour monture Sony, mais avec des objectifs manuels. Tel n'est pas le cas de celui-ci. La mise au point de 35 cm mini est très classique, comme le diaphragme à 7 lamelles. Zeiss, lui, propose un objectif très ambitieux, ne serait-ce que par le prix, vous voyez, près de 2000 €. Pour les Canon et Nikon en plein format, compatible, bien sûr ceux qui ont des APS-C pourront l'utiliser aussi, mais il sera moins intéressant. Un 35 mm diaphragme 1.4 avec 14 lentilles tout de même, une formule d'Istagon qui est très classique, c'est une des formules optiques très classiques qui remonte dans l'histoire, qui est toujours utilisée aujourd'hui, bien sûr améliorée et modifiée. La construction est 100% métal, attention à ne pas vous laisser leurrer par cette annonce, non pas que ce soit un mensonge, mais parfois le plastique est plus résistant que le métal, tout simplement parce qu'il a une certaine possibilité de souplesse, une certaine déformation possible, ce qui est intéressant lors de chocs, alors que le métal, lui, il va aller se fracturer directement sur une surface dure. Donc parfois, le plastique résiste mieux que le métal. Malgré tout, ça montre une qualité de finition. Et puis, il est principalement, c'est le plus intéressant, résistant à l'humidité et à la poussière. Et le fonctionnement du diaphragme manuel est en continu, comme d'ailleurs tous les tweets, puisqu'il fait partie de la gamme tweet de Zeiss. Autre annonce encore, Lensbaby nous propose un 85 mm 1.8. Il est en mise au point manuel, disponible pour absolument toutes les montures, comme vous pouvez le voir. Il a une mise au point minimale de 24 cm, ce qui offre un rapport 1,5. On est dans le début de la macro photo, mais la conséquence est tout de même qu'il est un peu cher. On est à 500 €, sans pare-soleil. On est quand même dans le haut de gamme par rapport au gamme des prix, par rapport à Canon ou Nikon par exemple, qui nous proposent des 85 mm 1.8 qui ne sont pas avec une mise au point aussi réduite,
mais qui propose en revanche une mise au point autofocus et les prix sont plus faibles. Malgré tout, il intéressera d'abord les utilisateurs d'autres montures qui n'ont pas forcément une telle offre, encore qu'il faudra regarder marque par marque. Et puis surtout, il offre tout de même ce rapport à 1,5 qui peut être intéressant. Venus Optique, quant à lui, propose l'AOA 7,5 mm f2 avec une mise au point manuelle uniquement à destination des appareils à objectif micro 4 tiers, mise au point minimale de 12 cm, 110 degrés d'angle, donc très grand angle, puisque vous savez, en micro 4 tiers, il faut multiplier les focales par 2 pour avoir la focale équivalente en 24-36. On est donc avec un 15 mm. Il coûte tout de même 500 $, livré en gris, comme vous l'avez sous les yeux, ou en noir. Et dernière annonce spécifiquement d'optique, c'est cet artisan qui nous propose 4 optiques pour hybride, pour Sony, Fujifilm, Canon EOS M et micro 4 tiers, des optiques grand angle et standard avec le 50 mm, voire téléobjectif, parce qu'en micro 4 tiers, toujours pareil, coefficient 2, on arrive à 100 mm. Des objectifs qui sont toujours très ouverts, au minimum diaphragme 2, diaphragme 8 et même diaphragme 1.1 pour le 50. On ne les trouve que sur le site d'Amazon, prix entre 70 et 400 $, et des objectifs qui sont uniquement manuels. Il faudra voir avec des tests la qualité réelle de ces objectifs qui visent un large public étant donné leur prix contenu. À côté des objectifs Romandie, toujours dans l'optique, il y a aussi Venus Optique qui propose une bague à décentrement. Qu'est-ce que le décentrement sur les objectifs, puisque habituellement sur un objectif directement qu'il y a le décentrement, c'est la possibilité de photographier un sujet en gardant l'appareil photo bien parallèle au sujet. Si vous faites l'expérience de photographier par exemple un monument et de basculer votre appareil pour faire entrer dans le cadre l'ensemble du monument, typiquement une tour, le clocher, une église, vous verrez qu'il y a une déformation de telle manière qu'on a l'impression que les droites que constituent les bords de la tour, du clocher, convergent vers le haut, donc une réduction, on a l'impression que tout est petit dans les parties les plus hautes. Et si on veut ne pas avoir cet effet, on va rester parallèle au sujet, mais dans ces cas-là, on va couper le haut de la tour, le haut du clocher. Eh bien, là, avec un décentrement, vous décentrez l'axe optique par rapport au capteur et vous allez pouvoir garder votre appareil bien parallèle pour qu'il n'y ait pas d'effet de bascule et en même temps, vous allez avoir tout le sujet disponible dans le cadrage, dans le viseur. Eh bien, cette bague ici de Venus Optique propose le même effet, d'abord destiné aux 12 mm de la marque, qui existe en monture Nikon et Canon, mais ici, vous pourrez aussi utiliser pour d'autres objectifs Canon ou Nikon, toujours sur monture Sony, monture hybride. Attention, il faut voir qu'il y a dedans des lentilles, ce qui veut dire qu'il y a un coefficient multiplicateur de 1,41. Vous pouvez donc oublier des effets de très grand angle, étant donné qu'à chaque fois, vous aurez ce coefficient quasiment 1,5, donc un 30 mm deviendra, par exemple, un objectif quasiment standard. On sera pas loin du standard, on sera à 42 mm, ou un 35, lui deviendra un 50. Le prix est relativement raisonnable, 300 $, sachant que les objectifs proprement dits de décentrement sont très coûteux. Vous pourrez voir chez différentes marques que ce ne sont pas des produits très bon marché, d'abord parce qu'ils demandent une construction assez élaborée. En plus, le public intéressé est relativement faible, donc le coût de production s'en trouve augmenté. Autre annonce dans les optiques, des mises à jour. D'abord chez Sony qui met à jour le firmware de 10 objectifs pour les rendre compatibles avec la bague LA-EA3 lors des rafales à 20 images secondes avec le nouveau Alpha 9 de la marque et l'amélioration du suivi autofocus. Et d'autre part Sigma, qui nous propose une bague d'adaptation EF-EMC11, la bague d'adaptation de la monture Canon en fait EF ou Sigma vers la monture Sony E. Alors pour cela, vous utiliserez l'application Sigma Optimisation Pro. Nous en avons terminé avec les objectifs, nous allons passer aux accessoires. Quelques accessoires proposés par différentes marques, surtout des fourre-tout et aussi des pieds. Tout d'abord, Mindshift Photocross 10 et 13, ce sont deux slings. Alors je rappelle, les slings, ce sont des sacs à dos, mais avec une unique lanière portée en biais sur le torse. Ils sont destinés à la photo par tous les temps et sur tous les terrains. Voilà, c'est l'annonce de la marque. En tout cas, ils vont soigner tout ce qui est protection
Et ce ne sont pas des slings trop dédiés à la photo de ville, plutôt lorsqu'on crapahute beaucoup dans la nature. Il y a le Photocross 10, lui il a 129 euros, vous voyez les dimensions, je vous les laisse lire. Destiné à un hybride ou un réflexe avec un transstandard monté, plus accessoire à une tablette, le réflexe sera plutôt un réflexe APS-C, pas un gros réflexe. Le modèle supérieur, un peu plus cher, pas de beaucoup. Un hybride ou un réflexe aussi, peut-être un peu plus gros pour le réflexe. Et surtout, on pourra avoir plus d'objectifs avec soi. Et surtout, pour ceux qui ont un ordinateur, ils pourront le rentrer, alors que le plus petit, ce sera vraiment une tablette 10 pouces. Il faudra avoir peut-être pour les tout petits ordinateurs, les plus légers, type MacBook d'Apple ou autre, si ils peuvent rentrer dedans, à vérifier donc. Côté trépied, deux propositions, une par Benro, avec le Slim. Ce sont deux trépieds qui supportent 4 kg et montent à 146 cm. En fait, il y en a un qui est en carbone, l'autre en aluminium. Le prix n'est pas le même, et le poids non plus. Vous voyez, le carbone est un peu plus léger, mais il coûte un peu plus cher. Les deux sont intéressants, parce qu'on a une gamme de prix encore correcte pour ce type d'accessoires à voir sur la qualité. Et puis Vanguard, lui, propose en fait une mise à jour d'une gamme, une gamme large comprenant 8 trépieds, des prix de 120 à 300 euros, 1,5 kg à 8 kg pour la charge admissible et le poids de 1,2 kg à 1,6 kg. Pour ceux qui sont intéressés, allez voir sur le site de Vanguard, vous aurez toutes les informations concernant ces pieds photo. Et nous allons terminer avec le produit original du mois. Le produit original du mois, je vous rappelle, comme je l'avais fait dans le précédent épisode, c'est la mise en lumière d'un produit un peu particulier. Ça ne veut pas dire forcément qu'il soit un peu étrange et qu'il soit peu utile pour la plupart, mais en tout cas, il apporte une grande nouveauté ou bien tout simplement, il est un peu particulier par ses caractéristiques. Là, ce mois-ci, vous allez le voir que c'est un objectif qui poursuit en fait une longue quête depuis plusieurs années. Les opticiens ont essayé de proposer des objectifs qui aient des plages focales toujours plus grandes. Il y a d'ailleurs une sorte de rêve, je qualifie comme ça, des photographes d'avoir l'objectif unique qui couvrira toutes les plages focales. Mais beaucoup savent que c'est un rêve presque un peu impossible parce que cela s'accompagne toujours de compromis, soit sur la luminosité ou bien sur la charge. On va avoir un objectif très très gros, très lourd. Voilà, donc Tamron poursuit cela avec le 18-400. Alors bien sûr, ceux qui connaissent un peu la chose voient tout de suite qu'il s'agit d'un objectif qui vise les capteurs APS-C. Donc il faudra convertir. Par exemple, si on est sur Nikon, on sera sur du 36. Pardon, pas 36, excusez-moi. 9, ça fait 18 et 9, c'est-à-dire 27 et 600 mm. Donc un 27, on va dire 28 pour arrondir simplement 28 600. Et on sera sur un 29 chez Canon, mais en revanche, on sera sur un 640 à l'autre bout. Des plages de focale que ne renieraient pas la plupart des compacts, même si certains vont au-delà maintenant. Donc, vous voyez, avec une ouverture encore correcte, parce qu'avec une aussi longue plage de focale, c'est presque une gageure d'arriver à rester à diaphragme 6.3, pas aller au-delà, même si c'est pas très très ouvert, à la plus longue focale et 3.5 à la plus courte. Regardons donc les caractéristiques. Comme je vous l'ai marqué, un 28-640 pour Canon, 27-600 pour Nikon, puisque ce sont les deux montures qui sont proposées par Tamron, en tout cas pour le départ, pour l'instant, avec cet objectif. Il y a tout de même 16 lentilles, c'est bien nécessaire pour arriver à donner une image correcte avec une aussi large plage focale. Vous voyez qu'il y a un verre asphérique, 3 verres LD, donc Tamron a fait ce qu'il pouvait. On va voir le résultat dans la pratique pour arriver à réaliser cet objectif. La stabilisation est proposée, bien sûr, cet objectif, heureusement, et une nouvelle motorisation autofocus qui est dite peu gourmande en énergie et qui assure une mise au point silencieuse. C'est intéressant en tout temps, ça l'est encore plus pour ceux qui font de la vidéo avec leur appareil. Le diamètre extérieur est commun pour les deux montures. En revanche, la version Canon elle est un peu plus longue, un peu plus lourde. Bon, vous voyez qu'on reste dans des plages assez proches. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas de miracle, malgré tout. Cet objectif qu'on pourrait qualifier de presque universel, il pèse tout de même pas loin de 1 kg, en tout cas 700 grammes. Si vous additionnez à la plupart des réflexes qui sont à 500-600 grammes, on dépasse largement le kilo. Et la dimension ira de pair. Si vous additionnez l'épaisseur de votre boîtier plus
la longueur de l'objectif, il faut quand même un fourre-tout un petit peu conséquent. On ne peut pas le ranger dans une poche ou même dans un petit fourre-tout, ça ne passera pas. Et pour le prix 820 €, là aussi, pas de miracle. Si on veut offrir un objectif qui couvre une aussi large plage focale, malgré tout, on aura un coût relativement important, même s'il demeure relativement raisonnable et qu'on peut souhaiter qu'il descende sous des 800 € dans la pratique. On attend les tests et le prix aussi dans les sites en ligne pour en penser davantage sur cet objectif et voir si les promesses annoncées sont tenues. Passons maintenant à la partie technique. Nous voici donc dans la partie technique. Dans cette partie technique, je vous propose de voir un point technique comme l'annonce le thème, mais également de regarder la conséquence ou les conséquences pratiques sur le terrain. L'idée maîtresse, c'est de comprendre comment fonctionnent nos boîtiers, nos appareils photo, et de pouvoir les utiliser au mieux une fois face à nos sujets. Aujourd'hui, une petite introduction sur l'obturation. Et en préalable à ce point sur l'obturation, d'abord un retour sur l'exposition, puisque l'obturation est l'un des 3 points qui touchent à l'exposition de nos photos, sujet essentiel s'il en est, pour que nous ayons une photo correcte, pas seulement au plan purement technique, mais également artistique, qu'elle nous plaise et qu'elle soit convaincante pour ce que nous souhaitons faire. Alors, commençons donc par ce point concernant l'exposition. L'exposition est vraiment la base de toute photo. Je ne suis pas encore dans des considérations artistiques sur des choix particuliers concernant l'exposition, simplement le fait qu'une image soit bien lisible. Une photo bien exposée, il ne faut pas qu'elle soit trop sombre, parce qu'à ce moment-là, vous aurez du mal à voir dans les ombres. Elle semblera trop dense, peu agréable à l'œil. A l'inverse, une photo trop exposée, surexposée, là, elle est trop lumineuse. On manque d'informations dans les hautes lumières. Alors on voit bien dans les ombres, si vous comparez la précédente avec celle qui vient d'apparaître, vous voyez qu'on y voit plus clair, notamment sous le pont en face ou bien dans les arbres. En revanche, dans les parties les plus claires, ça devient ce qu'on appelle un peu brûlé. Il faut donc une exposition qui soit équilibrée, ce qui est le cas de la 3e ici. Nous avons une photo qui est ni trop claire ni trop sombre. Comment va-t-on en arriver là? Comment va-t-on arriver à avoir cette photo bien exposée? Vous voyez qu'elle est lisible dans les hautes lumières, les façades des bâtiments les plus clairs sont bien lisibles. Sous les arbres, on y voit clair aussi, c'est pas très clair, mais on voit bien justement que c'est un peu plus sombre, c'est les zones les moins éclairées de la photo. Je ne parle même pas en dessous du pont où là c'est complètement dans l'ombre. Mais en tout cas, on a une photo qui est bien exposée, ni trop claire, ni trop sombre. Alors, comment arrive-t-on à une photo bien exposée? 3 éléments influent sur l'exposition. Premier élément, c'est l'ouverture de l'objectif. Le second élément, c'est le temps d'exposition. Et là, c'est l'obturateur qui va rentrer en action. Nous allons voir tout à l'heure la question de l'obturation. Troisième élément, c'est la sensibilité du capteur. Et ces 3 éléments, en fait, on peut prendre un exemple pour le comprendre, c'est l'exemple du saut. Alors, en quoi cela consiste? Pour comprendre comment ces 3 éléments se combinent. Imaginons que nous allons remplir un seau avec une large ouverture du robinet. Vous voyez bien que dans un seau, on a un robinet, on a le seau proprement dit, et puis l'eau qu'on va verser. Si nous avons une large ouverture du robinet, l'opération est brève. Au contraire, si nous remplissons le même seau avec une ouverture du robinet 2 fois moins importante, eh bien l'opération, c'est normal, est 2 fois plus longue. Ainsi donc, on peut se dire que le remplissage du seau dépend de 3 facteurs. La taille de l'ouverture du robinet, la durée de cette ouverture, et puis la taille du seau. Et lorsque l'un des facteurs change, un des 2 autres facteurs doit être modifié
doit être modifié pour continuer à remplir le seau. Donc, si j'ouvre peu mon robinet, je devrais attendre plus longtemps pour que mon seau soit rempli. Si au contraire je l'ouvre très grand, j'aurai besoin de moins de temps. Si je prends un grand seau, à ouverture de robinet égale, il faudra plus de temps. Ou bien alors, si je veux garder le même temps, si j'ai un plus grand seau, eh bien, il me faudra ouvrir plus grand le robinet. Et ainsi de suite. Si nous faisons le rapport entre cette image du remplissage du seau, toute simple, image d'une pratique que nous avons tous les jours, parce que même si ce n'est pas un seau, nous remplissons une carafe d'eau, une bouteille ou que sais-je encore. Eh bien, le diamètre de l'ouverture du robinet, c'est le diaphragme de l'objectif. Bien entendu, plus l'ouverture du robinet est grande, plus l'eau passe à flot. Et le diaphragme de l'objectif, c'est pareil, plus on ouvre le diaphragme de l'objectif, plus de la lumière passe, puisqu'il ne s'agit pas d'eau, bien sûr, pour la photographie, mais de lumière. La contenance du seau, c'est la sensibilité du support numérique. Plus notre seau est grand, plus il contient d'eau. Plus notre capteur est peu sensible, plus il doit recevoir de lumière. Mais en revanche, on a de cette manière plus de qualité comme on a plus d'eau. En revanche, si vous voulez avoir un support numérique qui soit plus sensible, eh bien, il aura besoin de moins de lumière, mais en revanche, il aura moins d'eau à l'arrivée, un peu moins de qualité. Habituellement, plus on augmente la sensibilité, moins il y a de qualité en termes d'image, mais en parallèle, on a besoin donc de moins de lumière et cela peut nous sauver la mise. Troisième élément, c'est la durée de l'ouverture du robinet, c'est l'obturation. Et vous voyez que pour l'exposition, il faut tout simplement jouer sur ces trois éléments. Le diaphragme de l'objectif, c'est le diamètre de l'ouverture du robinet, c'est le volume de lumière qui passe, si on laisse de côté l'eau maintenant. La contenance du seau, c'est la sensibilité du support numérique. S'il y a besoin de beaucoup de lumière ou de peu de lumière pour arriver à une photo bien exposée, si on considère que le diaphragme d'obturation ne bouge pas. Et la durée de l'ouverture du robinet, c'est l'obturation. On va avoir une obturation qui va être longue ou brève, comme on va ouvrir longuement notre robinet ou on va l'ouvrir brièvement. Et on peut se dire, pour avoir plus de clarté sur la chose, si la lumière change, si on laisse de côté deux des éléments, par exemple le diaphragme et l'obturation ne bougent pas, eh bien il faudra changer la sensibilité du support numérique. Alors sur nos appareils, on pourra changer facilement la sensibilité. A l'inverse, si on considère qu'on ne veut pas changer cette sensibilité et pas changer l'obturation, on jouera sur le diaphragme de l'objectif. Et de la même manière, si on veut garder le même diaphragme et qu'on a réglé une bonne fois pour toutes la sensibilité de notre capteur, on jouera sur l'obturation si la lumière change. Ou bien, à lumière identique, on pourra ouvrir plus le diaphragme de l'objectif, il y aura plus de lumière qui entrera, à ce moment-là, on pourra raccourcir le temps d'obturation. Voilà donc pour la partie de l'exposition. J'espère que maintenant cela est plus clair pour vous. Comme vous venez de le voir, l'exposition est essentielle pour nos photos. Mais je vous l'avais annoncé, si je vous ai proposé ce petit retour, cette petite vue d'ensemble sur l'exposition, c'est pour nous attarder maintenant à l'obturation. C'est ce que nous allons voir, comprendre en quoi consiste cette obturation et quels sont ses effets concrets sur notre prise de vue suivant les sujets que nous abordons. L'obturation est donc l'un des trois piliers pour l'exposition. Et l'obturation se fait de telle manière que se gère le temps d'exposition. Le fonctionnement de l'obturation se fait au moyen de l'obturateur. Et cet obturateur, il peut être dans trois types différents. Premier type, c'est l'obturateur central. Historiquement, c'est celui qui était présent sur les appareils un peu anciens, qui existe encore sur un certain nombre d'appareils, notamment les appareils assez haut de gamme. Nous allons voir qu'il n'est pas toujours souvent présent pour des raisons notamment de coût. Second type d'obturateur, l'obturateur plan focal ou l'obturateur à rideau. On utilise indifféremment un nom ou l'autre. Et le troisième type d'obturateur, c'est l'obturateur électronique. Aujourd'hui, un certain nombre d'hybrides et de réflexes possèdent non seulement l'obturateur plan focal, mais aussi font de l'obturation électroniquement au moyen du capteur. Si nous arrêtons à chacun de ces systèmes, d'abord l'obturateur central. L'obturateur central, il a comme premier avantage d'être très silencieux. On l'entend à peine, voire pas du tout. Il est donc apprécié notamment en photo de spectacle, toutes les photos qui nécessitent d'être absolument discrets.
Il n'y a pas non plus de déformation de sujet à haute vitesse. Alors, il faut tempérer un peu la chose, parce que vous allez voir qu'on ne peut pas atteindre des très hautes vitesses, mais tout de même, c'est intéressant. L'obturation maximale, justement, elle est qu'au 1 millième, le plus souvent. Parfois, on est allé au-dessus, mais la plupart des obturateurs centraux sont à 1 soixantième, voire 1 millième. Mais en tout cas, jusqu'à cette vitesse-là, on n'aura pas de déformation du sujet. La synchronisation flash se fait sur toute la plage de vitesse disponible. Il n'y a pas de question à se poser. Si on peut faire une photo à une certaine vitesse, on pourra faire la même photo avec l'usage du flash. Mais, vous allez me dire, après tous ces éléments, on devrait forcément utiliser l'obturateur central. Il nécessite des coûts importants. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas présent dans les appareils. Il y a eu quelques essais où l'obturateur central était juste sur l'avant de l'appareil avant l'objectif. Mais ce sont des cas très particuliers. Habituellement, l'obturateur central, il est présent dans chaque optique. Donc à chaque fois qu'on fabrique une optique, on doit installer un obturateur dedans et faire ensuite l'interface entre l'obturateur et l'appareil. Je parle d'appareils modernes. Historiquement, on déclenchait sur l'objectif et le boîtier ne servait vraiment qu'à la gestion du film puisqu'on était en argentique à l'époque. Deuxième type d'obturateur, l'obturateur plan focal ou obturateur à rideau. Lui, en revanche, par rapport à l'obturateur central, il est peu silencieux, voire parfois bruyant. Il y a des risques de déformation haute vitesse. Il faut quand même tempérer ce risque. Il n'est pas très important, mais il y en a un petit quand même. En revanche, l'obturation maximale va jusqu'au 1/4 millième, voire sur certains boîtiers 1/8 millième. Donc très intéressante. On peut aller vraiment dans des obturations très brèves pour saisir des sujets dans un mouvement très rapide. La synchronisation flash, en revanche, elle est limitée, généralement entre 1 soixantième et 1 250e. Pour quelle raison? C'est que lorsqu'on est à des vitesses supérieures, donc plus rapides, il y a deux trains de rideau. Un premier pour l'ouverture, le second train de rideau qui se lance pour la fermeture. Et bien pour atteindre des vitesses importantes, on commence à lancer le train de rideau qui ferme avant que le train de rideau qui s'est ouvert soit allé jusqu'à la fin du mouvement. Donc, dit autrement, en fait, c'est une fente qui balaye de telle manière à exposer notre capteur. Ce qui veut dire que, bien sûr, comme le flash a un temps d'exposition très très bref, eh bien, il ne pourra pas exposer toute la photo. Donc, on ne peut utiliser ce type d'obturateur uniquement lorsque on est dans la situation où il faut attendre que le premier train de rideau ait fait tout son mouvement pour que le second se mette en mouvement. L'avantage de ce type d'obturateur, c'est qu'il est d'un coût relativement limité, surtout du fait qu'on a besoin de l'installer qu'une seule fois, puisqu'il est dans le boîtier. L'obturateur électronique, quant à lui, il n'a aucun bruit. Donc très intéressant pour ne pas se faire remarquer lorsqu'on fait des photos. Il n'a aucune partie mobile en mouvement et donc aucune vibration. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de question d'usure. En tout cas, un capteur, s'il va s'user, c'est pas parce qu'il y a souvent des déclenchements. Contrairement aux deux précédents qui sont des mécaniques, même s'il y a de l'électronique dedans, il y a toujours des pièces mécaniques. La vitesse maximale est très élevée, jusqu'à 1/32 millième, et même on est allé un peu au-delà, comme vous avez vu lors de la partie nouveauté quand je vous parlais de Leica, avec 1/40 millième. Il est en revanche, l'obturateur électronique, sujet au rolling shutter. C'est un terme anglais qui veut dire tout simplement qu'il y a une déformation des sujets en mouvement liée à une récupération progressive des informations. En fait, même si la récupération est brève, puisqu'on peut arriver à des vitesses très élevées, tout n'est pas récupéré au niveau des informations exactement dans le même instant. Donc, comme il y a une différence, le sujet, lui, s'il s'est déplacé entre-temps, pour peu qu'il soit très rapide, il y aura une déformation de ce sujet. Autre élément contraignant, un capteur, plus vous le laissez allumer longtemps, plus il chauffe. Et ce qui veut dire que si on fait beaucoup de prises de vue et avec son capteur, alors vous allez me dire c'est le cas de tous les appareils numériques, pas complètement, parce que entre deux photos, vous n'utilisez pas votre capteur, sauf si vous visez avec le capteur. Mais avec un réflexe par exemple, le capteur se retrouve au repos entre deux prises de vue. Et bien dans le cas de l'obturateur électronique, on le met vraiment à contribution, il sert à la capture des images. En général, sur les appareils, il y a beaucoup d'hybrides, donc il sert aussi pour la visée et il sert aussi pour l'obturation. Donc il y aura une chauffe du capteur et de ce fait, une légère dégradation de la qualité de l'image. Bien entendu, à chaque génération de capteurs, on fait des progrès de ce côté-là. Ayant vu cet élément technique, donc des différents types d'obturation, qu'en est-il de l'échelle de mesure? La mesure du temps,
elle se fait toujours en secondes. Vous allez me dire que ce n'est pas une réelle nouveauté, une idée de découverte. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le plus souvent, elle se fait sous la forme d'une fraction. Soit un temps très long, alors là on sera carrément dans la seconde, vous voyez 4 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Et puis si on arrive sur les temps plus courts, là ce sera très rapide, et on sera avec des vitesses qui pourront aller au 1 2 millième, 1 4 millième. Bon, il y a des vitesses plus importantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reste dans un cadre assez classique. Et donc, ce qui veut dire que le plus souvent, quand on parle de vitesse d'obturation, on est sous la forme de fraction. Chaque fois qu'on divise le temps par 2, on a 2 fois moins de lumière qui arrive au capteur. Vous le voyez, si on est vers les 4 secondes, on a énormément de lumière. Si on est vers 1 4 millième, on a très peu de lumière. Donc au fur et à mesure que la vitesse est plus rapide, plus brève, on a de moins en moins de lumière. Cela étant dit, vu comme ça, on a tendance à se dire il suffit de faire des prises de vue longues et puis la question ne se pose pas. Mais il faut gérer aussi les mouvements. Et d'abord le mouvement du photographe. En fait, tous les temps de pause ne sont pas utilisables de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'il soit inintéressant d'avoir la possibilité de faire des photos à 2 secondes, 4 secondes, ou même sans aller aussi loin, ne serait-ce qu'à un quart de seconde ou à une demi-seconde. La règle de base quand même, c'est qu'il faut une vitesse supérieure ou égale à l'inverse de la focale. Alors, cela veut dire quoi? Prenons un exemple, pour être concret. Si vous avez un 50 mm, je suis en format 24-36, on va rester là, il vous faut une vitesse de 1/50 de seconde ou plus. Si je reprends mon échelle, ça veut dire qu'il faut en pratique 1/60 ou plus. Donc vous voyez 1/60, 1/125 et ainsi de suite. Si vous êtes à 1/30 ou à 1/15 et en descendant, vous risquez le flou de bouger. Bien sûr, le risque est moins important au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la vitesse minimale. Donc 1/30, il y a un risque de flou de bouger, mais il n'est pas très important. Mais il existe quand même. Il y aura des possibilités de corriger cela, je vous en parlerai dans quelques instants. Mais cela étant dit, retenons cette chose-là, si nous voulons être sûrs de nous, avoir une photo nette, sans aide, sans point particulier mis en valeur, nous devons regarder quelle est la focale de l'objectif et nous dire, eh bien, je fais l'inverse de la focale pour savoir la vitesse minimale nécessaire pour avoir une photo nette. De la même façon, donc, si j'étais au 100 mm, il me faudrait être au 1/125 ou plus. Bien sûr, si vous pouvez cibler une vitesse entre les deux sur des appareils modernes, la plupart du temps on peut le faire. Si vous mettiez 1/100, cela conviendrait. Je reste sur ces séparations classiques des vitesses qui vont d'indice de luminosité en indice de luminosité. Je vous rappelle par rapport à la question de la lumière, 1/125 de seconde, c'est 2 fois moins de lumière qu'un 60e, et ainsi de suite. Donc, pour gérer les mouvements du photographe, on doit cibler une vitesse inverse à la focale au minimum. Bien sûr, si vous avez un zoom, si vous avez par exemple un 24-70, c'est 1/24e, donc 1/30e pour faire simple, et jusqu'à 1/70e, 1/60e ça passerait, mais peut-être un peu juste, donc 1/125 pour être tranquille. Pour risquer donc limiter le risque de flou, d'abord la première chose, c'est tout simplement l'entraînement. Il y a différents petits trucs pour arriver à prendre une bonne position pour faire de la photo. Typiquement, contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas être crispé sur son appareil, parce que sinon, tous vos tremblements se transmettent à l'appareil. La meilleure technique, c'est être un petit peu détendu, respirer tranquillement, il ne faut surtout pas bloquer sa respiration. La bonne technique d'ailleurs, c'est plutôt de photographier au moment où vous expirez. Parce que quand on expire, on a un mouvement continu. Si on expire doucement, on ne force pas le trait. Et à ce moment-là, c'est le bon moment pour déclencher. Vous écartez légèrement vos jambes pour être plus stable sur le sol. Les bras le long du corps, ni serrés, ni les bras larges. Et là, vous pourrez prendre une photo en limitant le risque de flou. Et si je reprends le cas tout à l'heure du 50 mm, vous pourrez, je pense, arriver au 1/30e. Des photographes très aguerris descendent au 1/15e. Mais c'est quand même très risqué. 1/30e, là, c'est vraiment faisable. Seconde possibilité, qui peut se combiner avec la première quand même, c'est le stabilisateur. De plus en plus d'objectifs, voire aussi des boîtiers, sont équipés de stabilisateurs, ce qui permet de gagner une, voire deux vitesses. Si je reprends mon 50 mm, le 1/30e se fera sans problème avec le stabilisateur, voire le 1/15e. Et même quand je dis deux vitesses, des stabilisateurs modernes, vraiment qui ont poussé la technique au maximum, permettent de gagner 3 voire 4 indices de luminosité. Donc pour notre 50 mm, on va dire qu'on peut descendre au 1/8e, voire un quart.
Bien entendu, le mieux c'est de connaître son matériel, donc de faire des essais tranquillement chez soi. Et pour être sûr de soi, une fois prises les photos, regardez-les bien à 100% pour vérifier dans les détails, on n'est pas à ce petit effet de flou. On voit que le piqué de la photo s'est réduit. La photo semble dans une sorte de léger halo. Donc en général, c'est le signe qu'il y a eu un flou lié au mouvement. Ce n'est pas le mouvement du sujet, parce que si vous photographiez votre mur chez vous, le mur il ne bouge pas. C'est bien vous-même qui bougez imperceptiblement et l'appareil photo saisit hélas ce mouvement. Donc pour lutter contre ce mouvement, le stabilisateur peut nous aider, mais il faut connaître ses limites. Dernière possibilité, bien sûr, sont des supports. Le premier support, c'est un muret ou un autre appui naturel. Ça peut être une petite barrière dans la rue, n'importe quoi, ce qui se présente sous notre main, disponible directement. La bonne chose à faire, c'est d'avoir avec soi peut-être un tissu ou encore mieux, certains utilisent des sortes de petits sachets dans lesquels ils ont mis des billes ou des graines. L'idée, c'est d'avoir une sorte de petite balle, mais un peu molle, sur lequel on peut poser l'appareil. On peut arriver à appuyer dessus sur ce petit support pour pouvoir orienter légèrement. Et en même temps, on profite de la stabilité offerte par la barrière, par le muret. L'autre type de support, c'est le monopode. Donc certains ont peut-être déjà vu, ce sont des sortes de pieds, mais un pied avec une seule branche. On ne gagne pas énormément. En fait, on a à peu près le même apport qu'un stabilisateur. Mais c'est intéressant. C'est aussi au fait intéressant lorsqu'on a des objectifs de longue focale, parce que ce sont des objectifs souvent assez lourds, surtout combinés à l'appareil photo. Ça permet de limiter un peu la fatigue. Quand vous êtes trop fatigué au niveau des bras, vous êtes tétanisé, vous avez des tremblements. Et là, ça n'aide pas du tout pour avoir des photos bien nettes. Dernier support existant, le plus connu, c'est le pied photo. Pourquoi je l'ai donné en dernier avant les deux autres? C'est parce que les deux autres ont l'avantage d'être plus compacts, particulièrement le muret ou l'autre appui naturel. Bien sûr, on est tributaire à ce qu'on trouve autour de soi, mais il suffit d'un tout petit sachet, d'un morceau de tissu, ça ne prend pas de place dans le sac, et on peut l'utiliser tout le temps, et rapidement. Le pied, il faut d'abord le transporter, même si c'est un pied, mais hélas un peu haut de gamme et coûteux, sont légers, des trépieds en carbone, et surtout, il a un encombrement et un poids. Et un poids et un temps de, parce que le poids j'en ai déjà parlé, un temps de mise en œuvre. Il faut le temps de déplier le pied, de bien le poser au sol, de tout faire les réglages. Donc pour la photo prise sur le vif ou qu'on désire faire rapidement, ce n'est pas l'idéal. Cela étant dit, si vous voulez faire de la photo de nuit, là, si vous descendez à 2 secondes, 4 secondes, et même avant, une demi-seconde, une seconde, le pied sera vraiment le meilleur des aides. Même si en posant bien un appareil photo sur un muret, vous y arriverez. Après, vous pouvez faire une combinaison des deux. Avoir un tout petit pied de poche, ça marche très bien, et utiliser un muret pour avoir la hauteur nécessaire. Vous posez votre appareil photo avec son petit pied de poche sur le muret, vous avez le meilleur des deux mondes. La limite, bien sûr, c'est qu'il faut trouver le muret, mais dans certains cas, ça marchera très bien. Là, c'était pour la gestion du mouvement du photographe. Mais même si nous faisons des efforts, un stabilisateur, un pied, de l'entraînement, il reste la question des mouvements du sujet. Et les sujets rapides, ils sont nombreux. Alors bien sûr, on pense tout de suite aux véhicules, à ceux qui font des photos sur le bord des circuits pour des voitures, des motos, ou même ceux qui photographient lors de meetings aériens des avions en mouvement. Mais il n'y a pas que les véhicules. Il y a aussi des animaux, tous ceux qui font des photos d'animaux, animaux sauvages ou même dans des zoos. Et puis des enfants, tous ces sujets un peu turbulents qui parfois d'ailleurs évoluent de manière un peu erratique. Et il n'est pas toujours facile de les saisir de façon nette. Surtout que si vous êtes en plein soleil, en pleine lumière, là vous aurez une grande quantité de lumière, ce qui veut dire aussi une possibilité de monter facilement avec des hautes vitesses, mais lorsque la lumière baisse, ce sera plus compliqué parce que si vous ne faites pas de choix spécifiques sur votre appareil, l'appareil choisira une vitesse moyenne et votre sujet sera un peu flou. La règle un peu simplette, mais qui est nécessaire de rappeler, c'est que plus le sujet est rapide, plus la vitesse de l'obturateur doit être brève. Ça veut dire que sur un sujet un peu rapide, même un enfant qui court dans l'herbe, vous pouvez être facilement à du 1/250e, voire 1/7 de seconde, pour être sûr que l'enfant soit saisi net. Mais en fait, ce n'est pas le seul élément qui intervient. La place du photographe joue sur le choix de la vitesse. En fait, la vitesse est plus importante en latéral par rapport à un mouvement de face. Imaginez que vous êtes sur le bord d'un quai et que vous voyez passer un train. Si vous regardez vraiment perpendiculairement au train, le train passer, vous verrez que chaque élément du train, une vitre, une porte, passe très vite devant vos yeux, même si le train d'ailleurs n'est pas très rapide, s'il passe presque au ralenti dans la gare.
Si au contraire vous regardez le train passer, mais avant même qu'il arrive dans la gare, vous le voyez sur la voie arriver, vous remarquerez qu'il a un mouvement qui vous semble beaucoup moins important, et ce d'autant plus qu'il est loin. On a l'impression presque qu'il ne bouge pas à l'horizon et pourtant il arrive assez vite. Ce qui veut dire que vous aurez besoin d'avoir une vitesse moins rapide pour saisir ce train qui sera pourtant toujours à la même vitesse. Par exemple, votre train avancera à 100 km/h. Si vous le prenez de face, pas juste quand il arrive à votre niveau, mais un peu avant, vous pourrez être tout simplement à une vitesse d'un 500e de seconde, ça passera très bien. Si en revanche, vous êtes dans la gare et que vous regardez le train passer devant vous, le 1 millième, voire le 2 millième ou même le 4 millième sera nécessaire à vérifier, bien entendu, et cela demandera donc beaucoup de lumière, donc, ce qui veut dire que le placement que vous avez par rapport à votre sujet est très important. J'en arrive maintenant à un petit bilan de tout ce que je vous ai dit. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur l'obturation. Vous avez vu en tout cas les deux éléments principaux. D'abord, préalablement, le fait que l'obturation ait trois éléments qui influent sur l'exposition et qu'il existe différents types d'obturateurs. C'est intéressant à savoir parce que ça a des conséquences sur notre pratique photographique. Si vous avez un obturateur plan focal, vous ne pouvez pas l'utiliser à toutes les vitesses possibles si vous utilisez un flash. Quoi qu'il en soit, au-delà de la technique des types d'obturateurs, il y a en fait deux types de flou liés au mouvement qui peuvent survenir. Le premier, c'est le mouvement du photographe. Alors là, il y a différentes techniques pour s'en prémunir. Moi, je vous conseille vraiment, dans la mesure du possible, d'utiliser des objectifs avec une stabilisation, d'avoir la stabilisation dans le boîtier, ça dépend des marques et des modèles. Parfois, d'ailleurs, il y a les deux qui se combinent. Maintenant, notamment chez Panasonic, ils proposent de combiner la stabilisation au niveau du boîtier et la stabilisation au niveau de l'objectif. Mais il y a d'autres techniques qui existent chez les autres marques. Et tous les stabilisateurs aujourd'hui donnent de bons résultats, avec quelques petites différences tout de même. Et puis, d'autre part, le flou lié au mouvement du sujet, parce que le sujet se déplace. Bien entendu, là, on voit seulement le fait d'assurer des sujets nets. Après, on pourra faire de la créativité, on verra ça dans un autre épisode, voir comment on peut adapter la vitesse d'obturation en fonction du résultat souhaité. Mais c'est sûr que le premier résultat souhaité, c'est une image nette. Après, on part dans la créativité. J'espère que vous comprenez désormais mieux comment l'obturation fonctionne. Bien entendu, nous n'avons vu que quelques points concernant les conséquences pratiques sur le terrain. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Quoi qu'il en soit, je pense que désormais, vous ne photographierez plus de la même façon lorsque vous appuierez sur les déclencheurs. Passons maintenant à la partie suivante, les choix pour compléter son fourre-tout, choix pour faire des achats. Choisir son matériel n'est pas toujours chose évidente. Bien entendu, nous sommes souvent tentés de faire des achats, presque compulsifs, même si on ne veut pas se l'avouer. On veut compléter son fourre-tout. Alors, notre compte en banque va en souffrir d'une part, et puis peut-être aussi notre dos si notre fourre-tout est trop rempli, ou bien sinon, ce que nous allons acheter va prendre la poussière chez nous. Ce que je vous propose, au cours de cet épisode et puis dans les suivants, c'est de voir comment compléter son fourre-tout en partant de la base. Je considère que vous possédez un kit, le kit classique, l'appareil photo livré avec le zoom transstandard. Il porte ainsi son nom parce qu'il couvre des focales allant de grand angle jusqu'au petit téléobjectif autour de la focale standard. Cette focale standard en 24-36, c'est le 50 mm. Nous avons donc déjà dans notre fourre-tout, à côté de nous, donc cet appareil photo avec le zoom transstandard et nous souhaiterions le compléter. Pour ce choix, je me limiterai à une certaine somme, en l'occurrence 500 €. On peut aller au-delà, mais je considère que pour celui qui a déjà fait l'effort d'acheter un appareil avec un objectif complémentaire, 500 €, c'est déjà une belle somme. Je cible uniquement des objectifs autofocus. Je sais que sur le marché, il y a un certain nombre d'objectifs uniquement manuels. Ils ciblent des amateurs un peu éclairés ou ceux qui veulent sortir des sentiers battus. J'en reste aux objectifs uniquement autofocus. Objectifs disponibles en neuf aujourd'hui aussi. Sur le marché de l'occasion, vous trouverez certains objectifs qui sont discontinués et qui peuvent comporter un intérêt évident. Mais bien évidemment,
ils sont disponibles en fonction de l'offre et l'offre est variable, contrairement au neuf. Le choix, il est vaste. Il y a les grands angles, il y a des objectifs standards, des 50 mm, il y a aussi des zooms transstandards qui ont des caractéristiques supérieures à celles des objectifs livrés de base. Il y a également les téléobjectifs et enfin les objectifs macro. Pour cet épisode, je vous propose de nous arrêter uniquement aux objectifs grand angle. Et pour commencer, tout d'abord, nous poser cette question qui reviendra d'ailleurs à chaque fois, quel que soit le type d'objectif à acheter. Faut-il viser un zoom ou bien une focale fixe? Zoom ou focale fixe, comment faire son choix? Je vous propose de voir les avantages, mais aussi les limites de chacune de ces solutions. Le zoom tout d'abord. Premier avantage, et non des moindres, il est plus souple. Plus souple que la focale fixe, tout simplement parce qu'il propose plusieurs focales fixes en une et qu'il suffit d'une petite pichenette sur la couronne du zoom pour changer la focale. Second avantage, il y a beaucoup plus de choix le plus souvent. Tout simplement, les marques ont bien vu que le grand public et même les photographes avertis apprécient les zooms. Il ne faut pas croire que seuls les amateurs aiment les zooms. Il y a des zooms très haut de gamme qui permettent d'agir plus rapidement sur le terrain et qui donc ciblent une clientèle de professionnels et d'amateurs avertis. Eh bien, ces deux publics-là sont intéressés par les zooms. À cause de cela, il y a donc plus de choix, souvent, les marques répondant bien sûr à la demande. Troisième avantage des zooms, l'entrée de gamme est moins chère. En fait, cela découle de la remarque précédente. Les marques essayent de faire des produits d'attaque à petit prix ou relativement petit prix. Et donc, vous avez des zooms déjà corrects à des prix très raisonnables. En revanche, bien sûr, les zooms ont quelques défauts, ou en tout cas quelques limites plutôt que des défauts. Il n'y a pas de miracle. Si vous voulez avoir un objectif qui couvre une large plage de focale, eh bien, il ne pourra pas en même temps, ou alors le prix va exploser, offrir des performances optiques optimales, ou en tout cas aussi importantes que celles d'une focale fixe. On est obligé à des compromis optiques. Imaginez seulement, sans aller très loin, un 70-300. C'est déjà une belle plage de focale, et les contraintes optiques ne sont pas les mêmes pour avoir une bonne performance à 70 mm ou à 300. Je ne parle même pas des focales intermédiaires. Sachant que la qualité optique, elle touche d'abord au piqué, elle touche aussi à la distorsion, le fait que l'image ne soit pas déformée, elle touche au vignettage. Le vignettage, c'est l'assombrissement dans les angles. Et donc, une image de bonne qualité au niveau du vignettage, c'est une image où il n'y a pas de différence d'éclairage. On le voit bien d'ailleurs sur des objectifs de bas de gamme où les bords sont assombris, même si maintenant la plupart des appareils photo essayent de corriger la chose logiciellement. Et puis il y a enfin la diffraction qui va séparer les différentes fréquences dans la lumière. Vous savez, cette image bien connue qui a d'ailleurs donné lieu à la couverture d'un disque des Pink Floyd, où vous voyez la séparation, comme le fait d'ailleurs dans un arc-en-ciel les gouttes d'eau, entre le rouge, le jaune et les autres coloris qui composent un arc-en-ciel, ou la diffraction de la lumière de manière générale. On voit ça d'ailleurs quand on photographie des feuillages, où la bordure des feuillages parfois n'est pas parfaitement nette. En fait, les différents rayons lumineux sont un petit peu séparés. Et donc c'est quelque chose contre lequel luttent les fabricants d'optique, mais ça coûte cher à réaliser. Et encore une fois, on ne peut pas faire des miracles, en tout cas avec une somme contenue en termes de réalisation technique. On ne va pas dépenser des milliers et des cents si on veut faire un objectif qui soit destiné à un large public et donc vendu relativement peu cher. Donc on est obligé de faire des compromis optiques, en tout cas plus importants que pour une focale fixe à frais égal, bien évidemment. Et donc d'ailleurs l'autre conséquence, elle tombe d'elle-même, c'est le fait que les prix s'envolent si la plage de focale est large, ou bien spécifique, ou lorsqu'on cherche une grande ouverture. Si elle est large, je donnais 70-300, mais le meilleur exemple, c'est les transstandards, sans être extrême, en tout cas important. Imaginez en équivalent 24-36, ne serait-ce qu'un 24-120 ou alors un 24-200, on en trouve maintenant. Cela demande de grosses performances
optique, en tout cas pour arriver à couvrir l'ensemble de ces focales, et malgré tout, on n'aura pas une immense performance non plus. Ou alors, les prix vont s'envoler. Si vous voulez avoir une plage spécifique, imaginons un équivalent en 24-36, les 16-35, on est sur des très courtes focales, il faut faire des corrections importantes. Là, les prix vont s'envoler aussi. D'ailleurs, il suffit de voir le prix des 16-35, surtout que lorsqu'ils ont des ouvertures importantes. Et j'en viens à moi, mon troisième cas. Si vous avez par exemple un 16-35 de 8 ou même un 24-70 de 8, cela coûte cher à réaliser si on veut un résultat optique qui soit à la hauteur de ce qu'attend le grand public et surtout les experts, puisque cela cible plutôt cette dernière catégorie de photographes. Donc vous voyez les limites du zoom. Je préfère parler de limites que de défauts. En fait, il suffit de savoir à quoi, ou plutôt à quel type de matériel on a affaire. On ne peut pas trouver un zoom 24-300 à 300 € et en plus très compact. Ça n'existe pas. On ne va pas faire des miracles, forcément. Il faudra avantager tel ou tel point. Et du côté de la focale fixe, des focales fixes, quels sont les avantages? Premier avantage, une focale fixe est plus légère. Le meilleur exemple, prenez simplement un petit 50 mm, tout ordinaire, focale fixe par excellence, le standard comme on l'appelle ainsi. Et de l'autre côté, un transstandard, pas besoin qu'il soit extraordinaire, simplement un équivalent 24-70, c'est très courant maintenant. Vous verrez bien sûr que la focale fixe, elle est plus légère. Et d'autant plus que pourtant, la focale fixe possède une ouverture plus importante. Premier avantage donc. Deuxième avantage, justement, l'ouverture plus importante, les focales fixes, elles sont plus lumineuses. La focale fixe permettra d'avoir un objectif plus lumineux. Prenez un simple 28 mm diaphragme de 8. Dans la même gamme de prix, vous ne trouverez jamais un objectif zoom ouvert à 2.8 également. Il sera nécessaire d'avoir un budget beaucoup plus large pour avoir un objectif ouvert à 2.8. Troisième avantage, les performances sont souvent meilleures. Quand je dis souvent, c'est vraiment le plus souvent. Tout simplement, si on met en relation avec la question de l'équilibre sur le zoom des performances optiques par rapport au coût. Question que j'ai soulevée tout à l'heure. Ici, pour une focale fixe, il y a une seule focale à couvrir. C'est beaucoup plus simple pour les ingénieurs opticiens d'arriver à un bon résultat. Et lorsque je vous dis que les performances sont souvent meilleures, il faut le voir à ouverture égale. Si je reprends l'exemple de mon 28 mm ouvert à 2.8, si on regarde la concurrence au niveau des zooms dans les mêmes tarifs, vous n'aurez pas de zoom ouvert à une ouverture meilleure que celle de 3.5. Parfois d'ailleurs, les constructeurs sont un peu optimistes. L'ouverture photométrique, donc réellement mesurée par un appareil, montre que c'est plutôt une ouverture de 4, mais restons à 3.5. Eh bien, pour avoir une même performance optique, il faudra que vous diaphragmez, c'est-à-dire que vous fermiez votre diaphragme pour arriver à la même performance. Diaphragme 4, plutôt 5-6. Et souvent d'ailleurs, le zoom aura toujours une ouverture de perdu, si je puis dire, ou en tout cas une ouverture en moins. C'est-à-dire que le zoom sera à f5.6, aux performances de la focale fixe à f4, et ainsi de suite. Or, on sait bien qu'on ne peut pas toujours fermer beaucoup le diaphragme en dehors de toute question artistique pour des questions de luminosité. Donc, performance souvent meilleure. Bien, et surtout, ça se voit aussi au-delà du piqué en termes de distorsion, en termes de vignettage. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais allez lire le test, vous verrez très vite, les focales fixes sont meilleures. Bon, mais le portrait n'est pas parfaitement rose. D'ailleurs, c'est vrai aussi des zooms. Chaque objectif a ses avantages. Je ne suis pas là pour donner un avis, mais pour vous montrer les avantages et les inconvénients ou les limites de chacun des choix. La focale fixe, elle est moins souple. C'est évident, il n'y a qu'une seule focale. Alors, si vous voulez cadrer précisément, le zoom, vous ne le ferez pas avec la main, vous le ferez avec les pieds. Vous allez avancer ou reculer. Parfois, même souvent c'est possible, soyons francs avec nous-mêmes, le zoom c'est confortable, mais sur le terrain, très souvent, on peut avancer ou reculer et arriver au même résultat avec une focale fixe. Mais il y a des moments où on ne peut pas le faire. Typiquement, vous êtes, l'exemple extrême, vous êtes au sommet d'une falaise, vous ne pouvez pas avancer, vous n'allez pas aller dans le vide, mais au-delà de cette image un peu caricaturale, une photo de spectacle, vous êtes coincé dans la foule ou tout simplement à un endroit précis, vous ne pouvez pas en bouger. Le zoom permettra d'affiner votre cadrage, la focale fixe, vous serez coincé. Alors après, vous pourrez adapter vos cadrages en choisissant tel ou tel cadrage pour faire avec les moyens du bord, en l'occurrence
le cadrage offert par la focale fixe, mais vous n'aurez pas la même souplesse. L'autre limite de la focale fixe, c'est le prix de départ souvent plus onéreux. Alors vous allez voir dans la suite, quand je vais vous parler des propositions des marques, c'est à moitié vrai. Maintenant, les marques ont fait des efforts pour proposer des focales fixes qui ne sont pas trop onéreuses. Mais la tentation est grande de vouloir une focale fixe qui propose par exemple très grande ouverture ou des capacités particulières, et là, le prix va s'envoler. Et de fait, le prix de départ, dans certains choix de focale fixe, il est plus onéreux, soyons honnêtes et francs. Surtout si on se dit, j'aimerais avoir les mêmes focales couvertes. Alors, pas en continu, mais en tout cas, le même type de focale. Prenons le cas, par exemple, d'un 70-300, que je vous citais déjà tout à l'heure. Si on veut des focales fixes parallèles, il faudrait un 85. Et même si on ne prend pas exactement toutes les focales, au moins un 200 mm fixe aussi, ou bien un 300. Et même si on ne le fait pas trop ouvert, là, le prix de départ va être beaucoup plus important que celui du zoom. Autre limite des focales fixes, ça peut paraître étonnant de dire cela, mais ça l'est. Le fourre-tout qui est souvent plus grand à cause des focales fixes. Tout à l'heure, je vous ai dit, et d'ailleurs vous l'avez encore sous les yeux, que c'était plus léger et sous-entendu donc aussi plus petit. C'est vrai d'une focale fixe. Mais celui qui utilise des focales fixes, alors soit il fait le choix minimaliste de se dire je prends quelques focales fixes et je fais le reste de mes choix de cadrage avec mes jambes, j'avance, je recule. Très souvent, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un certain nombre de focales fixes. Si je me situe par exemple pour les grands angles, on choisira de prendre un 35 fixe, on sautera l'étape du 28, on prendra directement un 24, puis on prendra après, par exemple, un 20 ou même plutôt un 17. Donc mine de rien, vous aurez pris déjà 3 objectifs, un 17, un 24, un 35, en vous disant, voilà, au moins je suis armé pour répondre aux différents besoins. À côté, celui qui prend un zoom, il n'a pas fait un meilleur choix, il a fait un autre choix, mais ça prend moins de place dans sa besace, dans son fourre-tout. Finalement, il n'a besoin que d'un seul objectif, typiquement un 17-35, un 17-40, enfin, dans ces plages de focales-là. Et il arrive au niveau des cadrages, aux mêmes possibilités que les focales fixes. Pas meilleur en fait, même si vous dites, ben, tiens, il y a un changement continu. Bon, il faudra changer souvent d'objectif sur l'appareil, mais l'expérience montre que si vous avez par exemple 17, un 24 et un 35, en faisant quelques mouvements sur le terrain, vous arriverez exactement aux mêmes possibilités et vous aurez un avantage qui est celui d'avoir de meilleures ouvertures, meilleure performance optique. Mais le zoom, lui, possède l'avantage de ne pas avoir besoin de changer en permanence d'objectif. Et on sait parfois que lorsqu'on change d'objectif, on perd des sujets, on perd des cadrages, tout simplement parce qu'entre-temps, le sujet a bougé, il est modifié. Typiquement, je prends l'exemple encore de photo de spectacle. Le spectacle se déroule, vous vouliez prendre telle photo, mais vous étiez en train de changer d'objectif. Voilà pour, vous voyez, les avantages de l'un et de l'autre. Il n'y a pas de meilleure solution, il y a des solutions adaptées à des situations. À nous de faire le choix. Bien sûr, je le sais pour tout le monde, nos budgets ne sont pas extensibles, mais faisons des choix en fonction de ce que nous aimons. Dernière petite remarque peut-être, le zoom permettra d'aller plus loin parce que quand même on s'allège le fourre-tout. On peut arriver avec par exemple 3 zooms à couvrir toutes les focales utiles. A l'inverse, la focale fixe, elle est un petit peu exigeante. Puisqu'on n'a pas cette liberté, cette souplesse de cadrage, elle va obliger d'une certaine manière à se dépasser pour trouver des nouveautés dans ces cadrages. On ne pourra pas se reposer sur finalement la flemme que constitue la possibilité de toujours tourner la bague de zoom et finalement de ne pas sortir des cadrages qu'on a l'habitude de faire. Donc vous voyez, chaque élément a son avantage. Si vous alliez parler avec des reporters sur le terrain et que vous leur dites n'utilise que des focales fixes, ils vous iraient au nez en vous disant c'est bien joli, mais moi je dois ramener des photos, j'ai un sujet à couvrir. Et à l'inverse, un photographe, par exemple, spécialisé dans tel ou tel domaine, il a besoin d'une focale fixe qui offre quelque chose que n'offrira pas le zoom. Et puis aussi, il y a ces photographes qui se disent je préfère partir un 20-24 et un 85 que 2 objectifs, un monté sur l'appareil, l'autre dans la poche. Je pars très léger, avec des focales fixes très performantes. Puis après, je vais m'obliger à travailler mes cadrages, à soigner, travaillant plutôt sur des sujets qui ne bougent pas trop, où il n'y a pas de surprise. On peut vraiment faire des cadrages léchés en réfléchissant bien. C'est aussi une option. Vous venez de le voir, les zooms ont leurs avantages, les focales fixes aussi. Vous pourrez donc choisir en connaissance de cause. Comme je vous l'avais annoncé, le choix est large lorsque l'on veut compléter son zoom transstandard livré avec le boîtier. Comme annoncé donc, je vous propose cette fois-ci de nous arrêter aux objectifs grand angle. Quel choix de grand angle faire ? C'est une question qui est moins anodine qu'elle en a l'air,
parce que vous allez voir qu'il y a différents types de grands angles possibles et que lorsqu'on essaye de rentrer dans ce monde des objectifs en dessous de notre focale standard du 50 mm, eh bien d'abord on n'y rentre pas comme ça si on n'a jamais utilisé de grand angle, au risque d'être déçu, surtout si on a investi pas mal d'argent dans un objectif et qu'on ne sait pas bien s'en servir, en tout cas que le rendu ne nous plaît pas. Et puis, suivant les types de sujets, tel ou tel objectif conviendra et tel autre, au contraire, ne sera pas trop adapté. Alors, quels sont les types d'objectifs grand angle existants? Le premier type, c'est le grand angle que je qualifierais de léger. Ça, c'est un terme qui m'est propre, c'est pas un terme académique. Tout simplement, des focales autour de 35 mm. Historiquement, au tout début de la photo grand public, on va dire dans les années 50-60, je sais bien qu'il y avait des appareils photo avant, hein, la photo a plus de 50 ans, mais quand même, dans cette époque-là où la photo s'est beaucoup démocratisée, la photo au réflexe, le 35 mm était le premier accès pour les photographes qui pouvaient utiliser un grand angle. Alors aujourd'hui, on est un peu blasé, on a tendance à trouver cela comme cadrage un peu classique, voire un peu étriqué, pas tellement de différence. C'était la focale fixe, typique, en tout cas la focale fixe, ou pas fixe maintenant si on utilise un zoom, le cadrage typique du reportage, de reporter de terrain, au 35 mm. Ça ne déforme pas trop, c'est facile d'abord, par exemple, pour aller photographier des sujets dans leur milieu de vie. Et en même temps, l'ouverture que propose le 35 mm par rapport à un 50 permet d'élargir le champ et de ne pas rester centré sur un sujet spécifique, mais le sujet dans son contexte. Après, il y a les grands angles dits classiques, ce que j'appelle grand angle facile à prendre en main, le 28 mm. Tous nos standards descendent maintenant déjà au 28 mm, mais il n'empêche que lorsqu'on commence en photo et qu'on a un zoom, on a tendance parfois à utiliser le 28 mm simplement comme une sorte d'élargisseur. C'est-à-dire qu'on est un peu limité en son cadrage avec une focale plus longue, alors on tire sur le zoom pour aller vers les focales plus larges, on arrive au 28 et on embrasse tout ce que l'on voulait photographier, mais on ne choisit pas un premier plan, voilà, il y a des manques. Donc, c'est un grand angle classique qui est facile à prendre en main, mais qui demande une réelle prise en main quand même, comme un grand angle. Après, on va descendre au 24 et au 20, et là, on est dans les grands espaces. Alors, je parlais tout à l'heure du transstandard. Beaucoup de transstandards maintenant commencent dès le 24 mm. Mais il ne faut pas s'y tromper, on ne photographie pas de façon très naturelle, en tout cas automatique lorsqu'on ne l'a jamais fait, au 24 mm. Cela demande une approche, une pratique, éduquer son regard, et la meilleure manière de faire, c'est d'aller voir le travail d'autres photographes pour arriver à comprendre la façon qu'un photographe met dans sa photo, dans sa manière de photographier, pour acclimater le champ qu'offre un 24 mm et a fortiori bien sûr un 20 mm qui couvre encore plus large. Aujourd'hui, en fait, il y a des zooms transstandards qui descendent au 24, il y a même des zooms grand angle qui sont relativement abordables, qui couvrent le 20 mm et même en dessous. Ça s'est démocratisé, mais ça ne veut pas dire que ce soit plus simple à utiliser, même si bien sûr aussi la publicité, les médias nous ouvrent à ces cadrages-là, parce qu'ils sont devenus aussi très communs. Malgré tout, c'est pas pour vous dire de ne pas choisir cela comme premier objectif, que ce soit par un zoom ou par une focale fixe, mais en tout cas, faites-le en connaissance de cause. Ça demande un petit temps d'apprentissage, et puis si vos premières photos sont un peu décevantes, eh bien, il ne faut pas se laisser abattre, continuez et acclimatez-vous peu à peu à ces objectifs. Et après, nous avons carrément les ultra grands angles. Alors eux, ils sont vraiment difficiles à prendre en main, en dessous de 17 mm, de 20 mm, pardon, je pensais déjà au 17 justement. Le 17 mm, on est à 100 degrés de champ. Et je peux vous dire que ça ne se fait pas automatiquement. La première fois que j'ai pris un 17 mm en main, je ne sais pas bien comment situer le sujet. Et ce qui m'a fait avancer, c'est à un moment donné de choisir, de prendre un premier plan proche, de m'approcher de mon premier plan pour que vraiment il remplisse une partie de mon cadrage. Sinon, tout était très éloigné. Et ensuite, de choisir un étagement des plans de telle manière à donner une dynamique à ma photo. J'ai laissé de côté le cas particulier du fisheye. Le fisheye, c'est toujours sur des focales courtes. On est à 15 mm, 8 mm, suivant qu'on est sur un fisheye soit circulaire, soit pleine image. Vous savez que les fisheye, ce sont des objectifs qui couvrent 180 degrés. Comme ils couvrent 180 degrés, et qu'il couvre avec une focale de 15 mm, si vous avez un 15 mm classique, vous n'allez pas couvrir 180 degrés. Avec les fisheye, vous aurez forcément un effet de déformation. Cet effet de déformation, on ne peut pas le fuir, il fait partie de l'objectif, mais il va falloir l'utiliser. Vous n'allez pas l'utiliser à tort et à travers le fisheye.
À mon avis, si vous faites tout un reportage photo ou tout un sujet photo qu'au fisheye, au bout d'un moment, vous allez vous lasser. Et même si vous ne vous lassez pas sur le terrain, une fois revenu devant l'écran ordinateur à trier les photos, vous allez trouver le sujet monotone. Il faut l'utiliser à bon escient, ça peut donner des photos intéressantes, ça se manie pas n'importe comment. Il y a des photographes qui sont complètement allergiques à ce type d'objectif, d'autres qui aiment beaucoup ce type d'objectif. À chacun de se faire son avis, mais c'est vraiment une classe à part. Et il y a certains fisheye qui sont pas trop chers, notamment certaines marques ont essayé de vulgariser avec des objectifs très très simples fisheye. Ne vous dites pas, tiens, c'est bien, il n'est pas très coûteux, je vais en profiter. Parce que vous risquez d'être déçu, et surtout, c'est pas l'objectif universel, loin s'en faut. Ça n'a rien à voir entre un 15 ou 16 mm fisheye et un 16 ou même 15 mm classique. Le rendu photo n'aura rien à voir. Et donc justement, comment choisir? J'ai déjà évoqué quelques éléments en balayant les différents types d'objectifs dans le grand angle. Le premier élément, c'est l'importance de la qualité optique, bien plus que la luminosité. Il est vrai qu'on peut faire des photos vraiment intéressantes, par exemple avec des 20 ou 24 mm diaphragme 1.4, parce qu'à pleine ouverture, vous pourrez avoir un premier plan très net, et tout l'environnement, il sera présent dans la photo, mais il sera flouté, il sera finalement bien mis à l'arrière pour mettre en valeur le premier plan. Cela étant dit, dans un premier temps, votre budget ne va pas être élastique, vous n'allez pas dépenser des sommes trop élevées. De toute façon, vous n'avez pas intérêt à le faire si vous n'êtes pas coutumier de ce type de focale. Donc, ce que vous allez privilégier, c'est la qualité optique avant tout. Autant pour des focales longues, c'est intéressant d'avoir une grande ouverture très vite parce que sinon, il va y avoir des difficultés en termes de stabilité de l'image, c'est-à-dire que l'image va être floue tout simplement parce qu'on aura une vitesse trop basse, même en montant la sensibilité, ou bien alors vous allez monter énormément la sensibilité de votre capteur et l'image sera dégradée. Bon, il y a plein de raisons qui font que la grande ouverture est intéressante lorsqu'on monte en focale. Pour des focales courtes, bien sûr, c'est toujours un plus, mais on peut s'en passer largement. Privilégions plutôt la qualité optique. Parce que même si les logiciels aujourd'hui font vraiment des miracles, ou en tout cas améliorent énormément les photos, autant partir d'une bonne base. Le second élément de choix, c'est de ne pas mépriser des focales qui seraient couvertes par votre transstandard. Vous avez un 24-70 comme transstandard, ne vous dites pas je vais viser le 20 mm tout de suite. Parce que la focale fixe permet d'autres types de photos. D'abord, la luminosité est plus importante. Je vous parlais tout à l'heure des diaphragmes 1.4, mais même sans aller jusque-là. Un simple 24 mm ouvert à 2.8, il est plus ouvert que votre transstandard et surtout, à 2.8, il est déjà performant. Votre transstandard, vous avez intérêt à le diaphragmer à 5.6, voire à 8. C'est pas la même chose. Et quand je vous parle de la luminosité, c'est pas la seule chose. C'est que, bien sûr, la relative faiblesse de la profondeur de champ, à 2.8, elle sera encore un peu plus faible qu'à 3.5, même si je vous l'accorde, la différence n'est pas énorme. Si vous avez un 24 mm 2, là, vous allez la voir, la différence. Et surtout, troisième élément essentiel, la qualité optique sera vraiment supérieure. Imaginons que vous soyez passionné d'œuvres d'art, quelle qu'elle soit, et vous voulez faire de la reproduction d'œuvres d'art. Vous ne pouvez pas vous permettre de photographier un tableau et que, lors de cette photographie, vous ayez tendance à le déformer. Alors où le tableau a les bords qui ne sont pas bien droits du cadre, pourtant le cadre est bien droit lorsque vous l'avez regardé en direct, c'est pas possible. Pour ce genre de photo, une focale fixe va changer la donne, même si vous avez déjà un zoom qui offre la même focale. Donc, il ne faut pas du tout mépriser cela, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, dans tout ce que je viens de vous dire, que vous n'avez pas à prendre en compte le choix d'un zoom. Un zoom a aussi son intérêt, mais en tout cas, si vous avez un zoom qui coule 24-70, par exemple, vous pouvez très bien envisager un 35, un 28 ou un 24. Si vous avez un 24-70, vous pouvez aussi choisir d'ailleurs dans les zooms, en grand angle, un zoom qui couvre une partie de la plage de votre transstandard. Pour quelle raison? Imaginez que vous êtes sur le terrain, votre objectif est monté sur votre appareil et vous auriez, ça n'existe pas de fait, mais vous auriez un 17-24 en vous disant c'est bon, de toute façon, là du 24, j'ai mon transstandard. Et vous voulez cadrer un peu plus serré, vous êtes coincé au 24. Heureusement, les constructeurs ont bien fait les choses, ils font des 17-35, donc on couvre à peu près toutes les focales du grand angle. En plus, on peut, au 35 mm, faire des photos qui ne sont pas trop marquées grand angle. Donc on retarde le moment où on va être obligé de rechanger l'objectif parce qu'on a besoin de cadrer plus serré. Vous n'allez pas jongler constamment entre votre focale fixe, ou plutôt votre zoom grand angle, et votre zoom transstandard. Ou alors, autre choix, mais là,
on va dépenser beaucoup plus d'argent. On prend plusieurs boîtiers pour avoir des objectifs montés sur chaque boîtier. Bon, c'est ce que font un photographe avec 2 boîtiers. Mais bon, je ne vais pas vous donner ce conseil, sinon c'est la grosse dépense, sauf si vous en avez la possibilité, et surtout l'usage. Le danger aussi de ceux qui ont un porte-monnaie bien garni, c'est d'acheter trop vite beaucoup d'équipements. Il vaut mieux s'acclimater peu à peu à chaque équipement que l'on acquiert. On passe au suivant ensuite, quand on est à l'aise, et puis surtout on affine son choix, et on fait donc des choix plus raisonnés. Vous le voyez, lorsqu'on parle d'objectif grand angle, les choix sont divers. Il suffit de penser d'un côté un 35 mm, de l'autre un ultra grand angle en dessous du 20 mm. Ce n'est pas vraiment la même chose. Mais ayant vu cela, vous allez me dire qu'acheter suivant le boîtier que je possède. C'est ce que je vous propose maintenant, de regarder l'offre du marché, marque par marque. Nous avons vu les différentes possibilités en termes de choix de grand angle. Alors passons maintenant aux offres du marché avec vous allez voir, un choix assez vaste, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me limite à des tarifs à 500 € et moins et à des objectifs autofocus, donc ça limite un peu le choix, mais je préfère commencer avec ces choix-là. Et je commence en ordre alphabétique par Canon. Je vais voir d'abord ce qui concerne les réflexes et ensuite on verra les hybrides. Chez Canon, un premier choix, je vous ai dit tout à l'heure dans les avantages des uns et des autres que les zooms avaient souvent des prix plus avantageux. Là, on a un exemple évident. Canon nous a concocté un zoom 10-18. Alors, Canon, il faut appliquer un facteur de 1,6 pour avoir les focales équivalentes en 24-36. Autrement dit, vous avez un 16 pour la focale la plus courte et le 18 devient un 30. Donc 15-30, on va faire à l'arrondi, même si c'est un petit peu inexact, c'est 16-30. Vous voyez tout de suite qu'on a un zoom qui couvre toutes les focales intéressantes. 16, c'est très bien. Vraiment, bon, on peut toujours aimer plus large, mais c'est déjà vraiment large. Et 30 mm, on est presque sur le 35 mm, qui est vraiment la focale la plus longue en termes de focale courte, de grand angle. Donc vous voyez toutes les focales intéressantes. On n'est ouvert que 4, 5, 5, 6, mais il y a un stabilisateur, donc c'est bien. Et surtout, un tarif très doux, 250 €, plus ou moins, hein, suivant les offres commerciales sur Internet ou dans les magasins. Au dire de ceux qui l'ont testé, les résultats sont bons, pas extraordinaires non plus, c'est normal, on est sur une optique de premier prix, mais vraiment une qualité optique qui n'est pas à négliger. L'objectif n'est pas trop gros, il est léger, la finition est simple aussi, bien entendu, toujours pareil, c'est lié au prix. En plus, il est STM, autrement dit, il a un autofocus qui se veut silencieux. Cela intéressera ceux qui font de la vidéo avec leur réflexe Canon. Seconde proposition chez Canon, toujours en dessous de 500 €. Là, vous voyez, on est aussi sur des tarifs très doux. C'est un objectif qu'on appelle pancake. Oui, ça vient des pancakes américains. Donc, ces gâteaux qui sont tout fins. En l'occurrence, c'est un objectif qui est vraiment très fin. Monté sur l'appareil, il ne dépasse à peine, il est presque plus fin que la poignée de préhension de l'appareil. Comme d'ailleurs le précédent, il est monture EFS, je ne vous l'avais pas signifié pour le précédent. Autrement dit, il n'est compatible qu'avec les appareils APS-C Canon. Ceux qui ont des capteurs APS-C, pas les appareils qui ont des capteurs plein format 24-36. Donc si on convertit, vous arrivez quasiment à un 40 mm. Je l'ai incorporé ici malgré tout. On est un peu au-delà du 35, mais vous voyez qu'on est quand même vraiment pratiquement pas du grand angle, mais presque. Donc, surtout qu'il est à faible prix, toujours STM aussi, donc pour la vidéo c'est mieux, et à un prix vraiment très léger, de 159 €. Il pourrait être un joli complément d'un zoom transstandard. Quand on veut partir très léger, on peut quasiment, si on a une grande poche de manteau, glisser l'appareil photo avec cet objectif monté dessus dans cette poche. Donc, solution intéressante. Troisième objectif, là vous voyez on est vraiment au plafond, on est pile à 500 €. Bon, j'ai mis 500 bien évidemment, toujours pareil, comparé entre les différents sites, les différentes propositions commerciales. Un 24 mm, diaphragme de 8, vous me direz, ah mais mon transstandard va quasiment à 2.8, je vous rappelle que un 24 mm de 8 a des vraiment meilleures performances que votre transstandard à 3.5, qui est l'ouverture classique pour un transstandard, à cette focale-là. Qui plus est, il est stabilisé. Et il est USM, qui est le système de mise au point ultra rapide de Canon, et en même temps très silencieux. C'est un objectif très intéressant.
Il est discret par le peu de bruit qu'il fait. Il est quand même pas très gros. Bon, bien sûr, pour ceux qui utilisent un APS-C, ça fait en fait un équivalent 38 mm comme le précédent. Mais l'intérêt, c'est que le jour où vous passez au du plein format, vous obtiendrez un réel 24 mm. Si vous avez déjà un appareil plein format, cet objectif, bien sûr, sera d'autant plus intéressant. Il est de toute façon le seul compatible avec votre appareil des 3 propositions ici, étant donné ma limite à 500 euros. Chez Nikon, nous avons d'abord un 10-20 mm, vous voyez, c'est vraiment le concurrent du précédent de chez Canon. Donc là, comme on a un coefficient 1,5, on est sur un 15-30, vraiment très comparable. Il est stabilisé lui aussi. C'est vraiment un objectif intéressant, dans des tarifs encore raisonnables. Nikon est souvent un peu plus cher pour les objectifs d'entrée de gamme que Canon. Ce n'est pas une règle, mais c'est souvent le cas. Un objectif qui n'est pas trop gros, qui est livré avec un son pare-soleil aussi, toujours appréciable. Une belle proposition pour ceux qui veulent découvrir le monde du grand angle avec un Nikon. Seconde proposition chez Nikon, un 24 mm de 8. Ce que je vous ai dit tout à l'heure du Canon serait exactement identique pour le Nikon, à l'exception près que ce Nikon n'a pas de stabilisateur, qu'il est assez ancien, certains le trouvent un peu vieillot, les performances optiques sont bonnes, peut-être pas extraordinaires vu la proposition, un 24 de 8 fixe, on s'attend vraiment à une très belle qualité, elle est bonne, elle n'est pas excellente, on va dire qu'elle est très bonne même pour être quand même plus honnête, mais on pourrait encore souhaiter des résultats meilleurs. Chez Pentax, on a un 10-17 fisheye, donc un objectif un peu spécialisé parce que ça fera que du fisheye. En revanche, comme il est de 10 à 17, il offrira différents types de cadrage avec du fisheye, donc on restera sur cet effet très arrondi, mais avec des petites variations. Allez voir en ligne les photos qui ont été réalisées par des personnes qui utilisent ce genre d'objectif. Ce sera la meilleure manière de se familiariser avec ce type de cadrage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas le premier choix à faire, mais pour ceux qui sont tentés par ce genre de cadrage, allez-y, surtout pour un tarif qui reste relativement raisonnable. C'est pas une très grosse somme, 420 euros, même si c'est pas négligeable, loin de là. Et au dire de ceux qui utilisent, les performances sont bonnes. Bien sûr, un fisheye, il déforme, mais c'est normal. C'est sa façon de fonctionner. Seconde proposition, un 21 mm. Là, on est comme le pancake de chez Canon. Donc, un objectif qui est très plat, donc qui prend peu de place sur l'appareil. Peut-être plus intéressant encore que chez Canon, parce que Canon, eux, ils étaient au 24. Et comme c'est un objectif qui est pour capteur APS-C uniquement, et bien là, avec le coefficient qui plus est qui est 1,5 et non pas 1,6, vous voyez par calcul que vous obtenez un réel 35 mm, même un peu en dessous, en fait, 33 mm à peu près. Donc c'est assez intéressant, comme 35 mm très discret, ouvert à 3.2, et il permettra de faire des photos de reportage. Pour des yeux pas aguerris, ils auront l'impression que vous utilisez un gros compact, puisque votre réflexe sera vraiment de ce fait très ramassé. Bien sûr, tout cela se paye. On est quand même à 500 euros, c'est pas du tout le même tarif que celui de Canon. Troisième proposition, un 15 mm, un peu dans le même état d'esprit que le 21, au sens que même pour un 15, il est quand même pas très épais, mais quand même malgré tout un peu plus épais. Il est ouvert à 4 seulement. Encore une fois, rappelez-vous, les performances seront bien meilleures que un zoom à la même focale, surtout que même les zooms à 15 mm, bon, ils sont 3.5, 4.5, mais est-ce qu'ils sont vraiment à 4? Parce que souvent les zooms, les marques ont tendance à être un peu optimistes sur l'ouverture réelle. De toute façon, elles ont le droit à une petite marge d'erreur sans qu'on leur tape sur les doigts, donc elles en profitent. Bon, je ne dis pas que ce soit toujours le cas, bien entendu. Ce 15 mm donc, ouvert à 4, il a des verres traités, vous voyez, ED, et surtout 15 mm converti pour du 24-36. On est encore à 22,5, on n'est même pas à 24, on est entre 20 et 24. Donc c'est une belle proposition pour une focale fixe qui ouvrira de beaux horizons pour ceux qui veulent se mettre à ce type de focale. 490 euros tout de même. Chez Fuji, le choix n'est pas large, il y en a un seul. C'est tout simplement un 23 mm. Alors, conversion par un 5 pour avoir le calcul, donc c'est un 35 en fait, pour faire simple. Un 35 mm. Ouvert à 2 en revanche, donc lumineux, c'est intéressant lorsque la lumière baisse. Ça peut permettre quelques petits résultats intéressants en termes de profondeur de champ. Bon, c'est comme que le diaphragme 2 non plus, c'est pas du 1.4 et on est sur un capteur APS-C, donc la profondeur de champ ne sera pas non plus minime, mais intéressant quand même.
Et qui plus est, c'est toujours bon à prendre, sa résistance aux intempéries, puisqu'il est water resistance, comme l'indique son acronyme le dernier acronyme à la fin du nom. Chez Panasonic, toujours dans la mode du pancake, ces objectifs ultra plats, il y a le 14 mm. Il a deux intérêts. D'abord, il est quand même ouvert à 2,5. C'est intéressant. Chez Panasonic, leur rang standard, en général, au même focal, on est plutôt à 3,5. Donc, vous voyez qu'on a quasiment un réel diaphragme de différence d'un indice de luminosité. C'est pas négligeable. Il est tout petit. Et il n'est pas trop cher. Qui plus est, il se trouve qu'à un moment donné, Panasonic en vendait beaucoup. Et je ne sais pas s'ils le font encore dans des kits avec des boîtiers. Donc, beaucoup de gens sont équipés, parce qu'ils ont pris les premiers prix des kits chez Panasonic, avec cet objectif qui était moins cher que la même version de kit, enfin quasiment même version, avec le zoom. Ces personnes n'ont pas forcément eu beaucoup de plaisir à utiliser parce qu'ils cherchaient à avoir un zoom, donc ils l'ont revendu, ou ils le revendent. Et donc vous avez beaucoup de propositions, soit la version 1 ou la version 2, il n'y a pas de grande différence, en occasion. Ce que je vous dis là, c'est peut-être vrai d'ailleurs d'autres objectifs qui sont sortis depuis un petit moment. Ça peut être un choix aussi, le marché de l'occasion, mais là cet objectif en est vraiment l'exemple criant, ou du fait de la large diffusion de cet objectif par le biais de kits dans une première version, puis la seconde version maintenant, vous pouvez le trouver d'occasion à des prix vraiment très intéressants. C'est le genre d'objectif, celui-là, on peut le trouver facilement à 150, 160 euros, donc vous voyez, moitié prix. Et si l'utilisateur la peut utiliser sur le terrain, il sera dans un état quasi neuf. Donc ce serait dommage de s'en passer. Autre proposition en micro 4 tiers, parce que quand je dis Panasonic, en fait c'est le micro 4 tiers, c'est l'Olympus 17 mm 1.8. Peu épais, lumineux, un 8, c'est quand même déjà pas mal. Attention, pour le Panasonic, le 14, en fait, ça faisait un 28, bien sûr. L'Olympus, ça fait un 34 mm. Donc on est 35 mm, on est quand même à 490 euros. On est ouvert, il est vrai. Une proposition intéressante, peut-être pas extraordinaire non plus, parce que c'est quand même un coût important. Les performances optiques sont vraiment bonnes. Au dire de tous ceux qui l'utilisent, des tests qui ont été faits dans la presse, il est vraiment de bonne qualité. Côté Sony hybride, parce que vous avez remarqué que je n'ai pas parlé tout des Sony classiques, attention, on va voir qu'il y a quand même des propositions dans les marques tierces. Sony hybride, donc, vous avez le 16 mm 2.8. Alors lui, il est dans le même cas que le 14 de chez Panasonic, à savoir qu'il a été largement distribué en des kits. Beaucoup n'ont pas aimé, il est souvent décrié, on trouve ses performances moyennes. C'est sûr que si on le compare à d'autres objectifs du même type, parce qu'en fait là on est dans un 24 mm si vous faites la conversion, on pourrait pinailler en disant que les performances ne sont pas extraordinaires, un peu de distension quand même, un piqué qui n'est pas top, mais pas mauvais non plus. Quoi qu'il en soit, on est quand même dans une catégorie d'objectifs fixes de qualité plus qu'acceptable. Et surtout, comme il était largement diffusé en kit, vous pourrez aussi le trouver d'occasion à des prix très bas. Donc, pour ceux qui sont intéressés, surveillez sur les sites. Enfin, il n'y a pas que eBay, mais je cite eBay comme exemple, ou d'autres sites, Le Bon Coin ou autres, vous pourrez trouver à des prix très intéressants. Dans la même veine, parce qu'en fait, le 16 mm, c'est aussi un pancake, j'en ai pas parlé, c'est un objectif qui est assez plat, donc qui ne prend pas trop d'excroissance sur l'appareil. Vous avez un 20 mm, donc un équivalent 30, toujours ouvert à 2.8. Lui aussi, vraiment dans la même dimension. Et lui, donc c'est un 30 mm, puisqu'on est à 20 mm annoncé. Un peu plus cher, quasiment 100 euros de plus. Lui, il était beaucoup moins diffusé, donc ceux qui l'ont acheté l'ont vraiment fait en connaissance de cause en général. Il y aura moins d'offres si vous les cherchez sur le marché d'occasion. Vous voyez quand même que Sony propose deux grands angles, un 24 et un 30, je convertis directement, donc quasi 28, pour les appareils photo qui sont de la gamme hybride de chez Sony. Passons maintenant aux marques dites compatibles, en tout cas celles qui commercialisent pour d'autres, même si Sigma a ses propres réflexes. Bon, on peut dire globalement que surtout, sa proposition, elle cible les appareils des marques autres concurrentes. C'est le 10-20. Donc là, on retombe dans ces zooms grand angle. Donc si vous convertissez, alors bien sûr, si vous êtes chez Canon, ce sera un peu moins large. Chez Nikon, Pentax ou Sony, 10-20, ça fait tout simplement un 15-30. Chez Canon, ça ferait un 16 et ça ferait un 32. Bon, c'est comparable. Petit intérêt, ouverture 3.5 constante, même à la plus longue focale, même à 20 mm, on est encore à 3.5. Il est avec un autofocus performant HSM qui est annoncé rapide. C'est un choix intéressant, 420 euros.
À voir, il faudrait vraiment comparer les tests, notamment je pense à ceux qui sont nikonistes ou canonistes, avec les propositions des deux marques. Pour les pentaxistes et ceux qui sont sur Sony, Alpha, parce que là c'est la monture Sony et les réflexes, enfin pseudo-réflexes parce que le viseur est numérique, mais avec un système de miroir comme à l'intérieur, ce sera une proposition intéressante, puisqu'il n'y a pas de proposition dans les marques pour les tarifs que j'annonçais, à moins de 500 euros, c'est ma barrière. Seconde proposition de Sigma, elle qui cible les utilisateurs d'hybrides, c'est le 19 mm. Alors, très différent suivant les deux types de cibles d'hybrides. Je commence par la seconde, le Sony hybride, là on est sur, multiplié par 1,5, un 28 mm, c'est vraiment intéressant, un petit 28 mm à 2,8, très bonne performance optique, au dire de tous, je l'ai même utilisé quelques fois, j'ai pu l'apprécier, il est vraiment intéressant, pas très cher, bonne qualité optique, et trouvable aussi en occasion. Et il est aussi disponible en micro 4 tiers, mais là, c'est pas la même chose. Micro 4 tiers, coefficient 2, donc on est sur un 38, un 35-38, vous voyez. Donc on est à la limite de ce que je vous propose de regarder, à savoir des grands angles. Hein. Là, 35, on est quasiment en focale classique, standard. Moi, à mon avis, il est moins intéressant pour les micro 4 tiers qu'il n'est intéressant pour les Sony. Les Sony, vraiment, c'est très intéressant. C'est une belle proposition pour un objectif peu cher. Dernière proposition, celle de Tamron. Tamron, lui, nous propose un 10-24. Donc, on est encore dans ces zooms grand angle. 10 à 24 à 3,5, 4,5. Donc, contrairement au Sigma, il a une ouverture glissante. Mais ce n'est pas non plus le seul élément à prendre en compte. Il a une plage focale un peu plus large. On est toujours à 10, donc on va partir à 15 ou à 16, hein, parce que Nikon et Pentax coefficient 1,5. Donc, vous voyez, Pentaxiste, vous avez deux choix possibles. Bon, ceux qui sont Canon et Nikon, ils ont déjà les choix des marques, plus celui de Sigma, plus celui donc Tamron qu'on regarde. Mais surtout en longue focale, 24, ça fait un 36 chez Nikon et Pentax, et puis coefficient 1,6. Là, ça veut dire qu'on est à 38 mm, quasiment 39 chez Canon. Donc dans les deux cas, ça veut dire que vous couvrirez vraiment des très grands angles jusque cet grand angle très doux, hein, très, très facile à appréhender, qui est le 35 mm. Donc une belle plage de focale couverte. Il est livré avec son pare-soleil, d'ailleurs comme le Sigma, à ma connaissance, il faudrait vérifier, notamment ça j'en suis certain. C'est une belle proposition, performance optique de bonne qualité, ce n'est pas non plus extraordinaire, mais on ne peut pas tout avoir à ce prix-là, c'est normal. Vous voyez donc qu'il y a une proposition assez intéressante, même si elle varie suivant les boîtiers que vous possédez, et que la limite à 500 euros est vraiment forcément une barrière qui limite le spectre. Pour ceux qui auraient plus de budget, allez voir, vous verrez dans les marques que vous trouverez des zooms, encore d'autres qui sont proposés dans ces plages focales, et surtout les focales fixes, sans non plus aller à 1000 euros et plus, hein, mais à 600, 700 euros, vous trouverez d'autres propositions. Mon spectre d'analyse s'arrête à 500 euros. Et je pense que déjà, surtout quand vous voulez débuter dans ce domaine de la photo grand angle, nous avons déjà de jolis choix qui permettront de faire une découverte paisible et qui sera surtout porteuse de fruits. J'espère que cette présentation vous a permis de pouvoir y voir plus clair si vous souhaitez compléter votre fourre-tout. Peut-être avez-vous déjà ce qu'il faut côté grand angle. C'est pour cela que dans les prochains épisodes, nous balayerons les autres propositions et dès la fois prochaine, nous aborderons les zooms transstandards avant d'aborder les autres points possibles, une autre focale fixe en 50 mm, ou bien un objectif macro, ou encore un téléobjectif. Je vous donne donc rendez-vous pour ces prochains sujets. Passons maintenant à la partie agenda. Nous terminons cet épisode par les rendez-vous à venir. Vous allez voir que certains ont commencé dès le début de l'été, d'autres arrivent maintenant. Même si pour le plus grand nombre, les vacances sont terminées, profitez de vos temps libres le week-end pour aller dans ces expositions, dans ces rendez-vous qui nous sont proposés aux quatre coins de la France et qui nous permettront d'ouvrir notre regard sur des photographes, sur leur manière de photographier, ce qui pourra inspirer chacun d'entre nous pour nos prochaines prises de vue. Quelques rendez-vous pour découvrir les photos de grands photographes ou partager sa passion.
avec d'autres passionnés de photos. Tout d'abord, les rencontres photographiques d'Arles qui ont débuté depuis le début du mois de juillet et qui ont lieu jusqu'au 24 septembre. Aussi le festival photo La Galiciste, un petit village près de Redon, entre Nantes et Rennes, en Bretagne donc, qui propose un festival chaque année dans ses rues, avec des photos exposées aux quatre coins de la ville, au coin du village, et ce jusqu'au 30 septembre. Autre rendez-vous, la 8e biennale de Sedan jusqu'au 1er septembre, donc là on est dans le nord-nord-est de la France, profitez-en rapidement puisque cela se termine bientôt. Et la 5e saison de l'abbaye de l'Épau, là on est dans la Sarthe près du Mans jusqu'au 5 novembre. Dernière proposition, il y en a de nombreuses autres, quelques sélections seulement. L'Homme et la mer jusqu'au 30 septembre au Guilvinec, on est dans le Finistère, cette fois-ci on est revenu en Bretagne. Là, pendant tout le mois de septembre encore, pour profiter de cette exposition qui permettra d'ouvrir sur de grands horizons. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a fait faire des découvertes. N'hésitez pas à donner vos remarques en bas de la vidéo. Elles sont les bienvenues et même attendues. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour notre prochain épisode, l'actualité du mois passé, mais également bien sûr un sujet technique et la continuation de nos choix pour compléter notre fourre-tout. Comme annoncé tout à l'heure, ce sera autour des zooms transstandards. À bientôt!